Alors durant cette saison 4, en fait, on a commencé avec un épisode qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est le prologue. Et au début, c'est venu d'une idée de Sparadrap, non pas de faire un prologue, mais de faire un épisode en plan séquence. Ça veut dire où vraiment on aurait à apprendre nos textes par cœur, parce que ça ne se voit peut-être pas trop, mais on ne connaît pas nos textes par cœur. Vraiment un épisode où on n'est pas le droit à l'erreur, comme l'épisode d'urgence qui avait été tourné en un seul plan. Faut dire que dans ce genre de truc, tu maudis quand même la personne qui a foiré sa scène, parce que bon, c'est des séquences qui durent à peu près 1 minute 30, et faut tout enchaîner, les répliques, les cadrages et tout. Donc si au bout de 45 secondes il y a une personne qui se foire, qui se loupe, faut tout reprendre, même si toi avant t'as bien réussi tes scènes et tout. Mais franchement, c'était sympa, ce sera vraiment à refaire. Et puis là, ça montre vraiment, si tu mets en pratique 4 années d'expérience en tant qu'acteur amateur. Mais dis-moi, t'es pas nouveau toi sur Horizon 2.0 ? Ça se voit tant que ça ? Oui, t'es niveau 1, c'est marqué dans tes têtes. Oh là là. Moi, ça m'a rappelé un petit peu le théâtre, et en ça j'ai beaucoup aimé. Par contre, pour Fabien, c'était un peu plus compliqué, parce que au niveau du montage, ça manquait beaucoup de dynamisme, et pourtant c'est un peu la clé des épisodes de Noob. Donc bon, ce manque de rythme, c'était un petit peu le seul point négatif. Mais là, c'est un joueur mal de l'Empire, donc on reprend. Encure-toi. Allez, accroche-toi. On s'est pas simplifié la vie, parce qu'en fait on a eu le nouveau matériel justement pour la saison 4, donc c'est à dire les appareils photo qui filment maintenant avec des superbes images, et c'est très sensible ces choses là. Ça veut dire que le personnage, si jamais il est là, il est net, et si jamais il fait ça, il devient flou. Donc en fait, c'est à moi de réagir soit en tournant la molette, soit en reculant pour que justement la focale reste sur le net. Et faire un plan séquence avec le nouveau matériel, avec la nouvelle armature, etc., c'était pas forcément le choix le plus simple, sachant que pour les acteurs aussi c'était la reprise. Alors faire des scènes un petit peu longues avec du placement et compagnie, je sais pas si c'était très judicieux. Le résultat est intéressant, mais c'est très très loin d'être bon. Enfin, je trouve que vraiment le prologue, il y a quelques bons petits passages, mais globalement il est plein de temps mort et compagnie. Mais voilà, au début ça devait être une bande-annonce, et puis il était plus long que prévu, donc je me suis dit allez, c'est l'épisode de reprise, ça mérite pas d'être un épisode, mais c'est trop long pour être une bande-annonce. Pourtant, je trouve quand même que ça reste intéressant. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de le noter en épisode 0, c'est-à-dire en prologue. Alors pour le prologue, j'ai fait la voix du Kevin. Et c'était assez agréable du fait que on était vraiment énormément de personnes de l'équipe. Donc après j'ai joué l'ombre de Fabien. Parce que je le suivais partout où il allait avec sa caméra, je tenais les fils exprès pour pas qu'il marche dessus, pour pas casser la nouvelle caméra, parce qu'on les traînait sur le prologue. Donc on a fait ça en un plan séquence, et non, c'était intéressant, c'était nouveau aussi, et c'était drôle. Et dedans, il me semble aussi que j'ai mis le costume de Juge Z. Et un truc que j'ai bien aimé aussi, c'était que pour la première fois, on avait le droit de faire des regards caméra. Un de ces jours, je sais pas si c'est pour Noob, parce que les curseurs c'est vraiment la galère, mais peut-être que pour une autre série genre Warzone Project ou Neogicia, on pourrait réessayer la technique du plan séquence, mais cette fois-ci en travaillant vraiment les placements de la caméra et des acteurs, les textes, etc., de manière à faire comme dans Urgence, c'est-à-dire que la caméra se balade, elle a un sentier qui est prédéfini et chacun se croise devant et compagnie, les intrigues s'entremêlent et compagnie, on passe d'un tableau à l'autre, enfin vraiment un truc rapide. Je trouve que c'est un exercice qui est très difficile pour tout le monde, pour le staff technique et pour le staff devant la caméra. Mais j'aimerais vraiment essayer un jour de faire quelque chose d'un peu plus poussé que ce prémisse-là, qui était, on va dire, une sorte de petit entraînement qu'on a quand même sorti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque saison, on a notre épisode de la loose. Et là, on a attaqué très fort, ça a été le premier de la saison 4. Alors, quand on reprend les tournages, il y a toujours le premier tournage, c'est sympa, on se revoit alors qu'on s'est pas beaucoup vu pendant l'été, on se dit bonjour, on se raconte nos vies, généralement on commence à tourner à 3h, Fabien il est toujours enchanté de ça. Moi je suis quand même le garant qui suis censé dire bon ben voilà les gars, vous vous êtes déplacés, mais vous n'êtes pas déplacés pour rien, parce que nous allons terminer l'épisode. Donc on s'amuse, on rigole, mais on essaye de faire les choses bien quand même, se donner le temps de faire les choses dans des conditions quand même assez acceptables. Mais évidemment, les vacances étant passées par là, on perd un petit peu cette dynamique. Parfois on s'est pas vu depuis longtemps, donc on discute, etc. Et puis le soleil décline et la plupart du temps, on termine les premiers épisodes à la
l'arrache à la dernière minute parce qu'il faut accélérer, etc. Sauf que pour l'épisode 1, c'était bien pire que ça. Alors déjà, on avait Rodolphe, donc Dark Avenger, qui devait partir vivre en Chine, ce qui veut dire qu'on l'avait pas pour très longtemps. On avait Manon, donc Couette, qui était là, mais qui devait repartir le lendemain sur Paris. Et donc c'était 2 éléments quand même importants, puisque les acteurs on les avait plus ensuite, donc on pouvait pas leur dire déplacez-vous, bousillez votre dimanche, voilà, à venir sur un tournage, et ce tournage là qui n'est pas fini, je peux pas le sortir parce qu'évidemment on peut pas sortir un épisode qui s'arrête en plein milieu, et si j'ai plus les acteurs, voilà. Comble de malchance, il y a eu un incendie qui s'est déclaré juste à côté du tournage. Résultat, on a eu le droit au balai des hélicoptères qui venaient puiser l'eau du lac juste à côté de nous, donc on a été obligé de couper, d'arrêter les tournages le temps qu'ils finissent de pomper l'eau du lac. Et oui, en plein tournage de l'épisode 1 de la saison 4, nous avons un incendie qui vient de se déclencher sur la campagne, sur la colline juste en face. Et nous avons la chance d'avoir des hélicos qui se relaient, donc pour la bande son c'est génial. Voilà, nous allons peut-être brûler, nous allons avoir un son qui va être assez compliqué, et voilà, donc, mais les hélicos sont là pour nous sauver. Ensuite, on a eu des problèmes techniques. Il y a eu la batterie de l'appareil photo de Fabien qui est tombée en rade. Donc il a fallu changer d'appareil photo parce que voilà, on avait la chance d'avoir un Nord qui en avait un aussi. Donc on a changé d'appareil photo en essayant de faire des réglages pour que ça ressemble à l'autre. Et puis la mixette, parce comme on a du nouveau matériel, le son est enregistré à part. Et la mixette, la pile est morte aussi. Et j'avais oublié, mais comme ça c'est ma faute, j'avais oublié les piles. Et alors là, plus de son. On a dû aller chercher les piles pour la mixette qu'on avait oublié à l'appartement de Fabien. Le truc, c'est qu'on était au Revest. Le Revest, c'est à une vingtaine de minutes de Toulon. Donc on a galéré 40 minutes pendant lesquelles ils n'ont pas pu tourner puisqu'ils devaient attendre la mixette pour avoir le son. Comme par hasard, il y avait Joe le guitariste qui a commencé au bord du lac à faire sa petite mélodie alors qu'on était en train de tourner. Donc pareil, génial pour la prise son, c'était le top quoi. Voilà, on a déjà vu mieux pour se mettre en route, mais celui-là d'épisode, c'est vrai qu'il était quand même bien tartiné, quoi. Ça a été un épisode assez dur à finir, qu'on a fini, et qui était très sympa d'ailleurs. C'était super sympa de retrouver Rodolphe en Dark Avenger. Mais non sans mal, mais on a réussi quand même à faire un bon épisode bien rigolo, je trouve. Donc ça va, c'est un mal pour un bien. Toujours dans le cadre de nos fameux épisodes de la loose, il y a l'épisode du maître de compétences entre Gaïa, moi et Ardakos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet épisode devait se tourner à Cuers, donc là où j'habite IRL. Finalement, au niveau du lieu de tournage, Fabien n'était pas satisfait, on a dû prendre la voiture, faire environ 30 bornes pour aller à un lieu de tournage où Fabien avait une vague idée, avait des souvenirs, où c'était sympa, et on n'a pas pu tourner à cet endroit. Donc on en a encore essayé un autre, on s'est retrouvé dans un endroit où il y avait un fort dénivelé, il y avait du vent, il y avait quelques touristes qui regardaient. Et au final, mais pour une petite scénette, au final c'était vraiment pas grand chose, ça aurait dû se tourner en 2-2 et tout, et on a vraiment été embêtés, on a galéré. Alors moi, quitte à qu'on n'ait pas galéré pour rien, j'ai vraiment donné ma personne, et quand je me fais contrôler par Gaël, je me suis jeté par terre, je me suis frappé et tout, j'avais des bleus, des bosses, mais voilà, mais ça valait le coup, parce que quand on galère comme ça, il faut le rendre ensuite à la série. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps, mais dans le sud de la France, en tout cas là où on vit, on a la chance d'avoir des paysages très variés et assez jolis, notamment quand on va sur les hauteurs. La deuxième partie de l'épisode 4 se passe juste à côté en fait du Faron, sur une autre colline qu'on appelle le Baou. Et alors on a tourné tout en haut, et ce qui était sympa, c'est que toute la journée on a vu le soleil décliner, donc ça faisait vraiment des couleurs et un paysage magnifique. Mais à la fin, le problème, c'est qu'il faisait carrément nuit en fait, on n'avait plus que nos téléphones portables pour essayer de se repérer. C'était assez marrant. Avec le nouveau matériel qu'on a, donc les appareils photo, c'est vraiment agréable de redécouvrir les lieux, d'utiliser vraiment toute la puissance de ces objectifs pour pouvoir filmer et donner une impression un peu cinéma en HD. Enfin, je trouve ça vraiment agréable. Et autant je les trouve un peu faiblards les appareils, alors c'est sûrement moi qui sais pas les régler comme il faut, mais je les trouve un peu faiblards dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de bruit sur l'image, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui je trouve assez désagréable. Par contre, dès qu'il y a de la pleine lumière et qu'on a un petit peu profondeur de champ, alors là c'est magnifique, c'est vraiment superbe. Donc
c'est vrai que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à utiliser le nouveau matériel. Alors ce qu'il faut savoir au niveau du matos, c'est qu'on a eu une année de transition avec un faux départ. Il y a Fabien pour la saison 3 qui nous avait vendu le nouveau matos, que ça allait être trop beau et tout, et finalement on s'en est pas servi à cause d'un problème de format, je crois. Donc pour la saison 4, on a accueilli la HD, il y avait des belles images et tout. Quand on s'est vu, franchement ça dépote. Franchement ça dépote, qu'on a vraiment l'impression de passer à une dimension supérieure, ça fait beaucoup plus pro. Par contre, le petit bémol, c'est que là, au niveau des cernes, au niveau des points blancs, au niveau des points noirs, au niveau des n'importe quelle marque sur le visage, là faut pas te louper. Là tu vois le matin quand tu te prépares pour aller tourner, si tu vois qu'il y a un petit spot là, faut le faire péter ou faut faire quelque chose, mais faut pas venir avec là parce que sinon t'es jugé par maintenant quand même plusieurs milliers de personnes, donc faut pas amener ça au tournage avec toi. Mais sinon je veux dire, nous on essaie de s'améliorer en tant qu'acteur, on essaie de s'améliorer en tant que costume. De son côté, Fabien lui il s'améliore au niveau du montage et on a essayé en plus d'améliorer l'image. Je veux dire, il y a vraiment la série qui pousse vers le haut dans tous les sens et ça fait plaisir. Alors on voit souvent ceux qui sont devant la caméra, mais on voit beaucoup moins ceux qui sont derrière. Et donc je tiens à remercier Lucas qui s'occupe du son et qui m'aide énormément. Et puis on a Istos et Gaïa qui sont là en deuxième caméra, qui apportent un vrai dynamisme, puisqu'évidemment il y a ma réalisation. Et puis eux en plus apportent des plans qui parfois sont même meilleurs que les miens. J'aime bien les appareils photo, ça change un peu, je suis plus à l'aise pour les mises au point, etc. Mais au niveau pareil qu'avant, au niveau du mouvement, c'est toujours un peu galère, donc on a pris le monopad pour pouvoir justement un peu faciliter ça, et avec le monopad j'y arrive bien. Alors le problème d'être la caméra secondaire par rapport à la caméra principale, c'est que moi mes rushs sont justement secondaires et passent après, et donc Fabien lui il a l'habitude, il fait ses mises au point hyper rapidement et tout, et donc en général il attend pas que moi j'ai fait ma mise au point pour pouvoir faire le même plan sur un autre angle. Donc en général quand il commence et qu'il fait action et moi je fais non, et je gâche bien la scène pour pouvoir avoir le temps moi de faire ma mise au point, et ensuite je fais c'est bon. Et donc voilà, en général c'est pour ça que les gens ne me supportent pas sur les tournages. Le plus gros moment que j'ai filmé dans cette saison, c'est le combat entre Fantôme et Tabrice. C'est pratiquement tout filmé par moi. Et là, faut bien se préparer parce qu'avec Anne-Laure, pour la saison 5, on va devoir filmer tout le combat entre les trois légendes, Spectre, Amaras et Fantôme. Et là, il n'y aura que nous qui pourrons filmer, donc on va devoir bien s'entraîner encore. Alors déjà que c'est compliqué de filmer des combats, en plus de ça, ça va être à Istos et à moi de filmer. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu d'appréhension à ce niveau-là. Est-ce qu'on va réussir à être à la hauteur pour faire des rushs qui vont permettre à Fabien de faire la scène qui sera à la hauteur des espérances de tous. Ça va être une certaine pression ce jour-là, et je sais pas trop comment on va s'y préparer. Parce que la caméra principale elle pèse un âne mort, je suis pas forcément très à l'aise avec, donc on va voir comment ça va se passer. Et sinon, Gaïa m'aide aussi beaucoup, on discute énormément de scénarios, et il y a énormément d'épisodes dans lesquels elle intervient, des directions d'intrigue et compagnie. Ah bon ? Une extension, une extorsade. Rodriguez! Dame Gaïa! Dame Gaïa! Dame Gaïa! Dame Gaïa! Alors c'était assez amusant de voir la réaction du public face à l'absence d'Arthéon en début de saison, sachant qu'Arthéon, souvent en fait il s'absente dans la série, tout simplement parce que moi, Jonathan, en tant qu'acteur, j'ai eu une vie sociale un peu dissolue. Du coup je me suis retrouvé en Moselle, un peu partout, ça a été très compliqué de toujours être dispo pour tourner dans la série comme au début de la série. Malheureusement, Fabien a dû s'adapter. Du coup, c'est vrai qu'à partir de la saison 3, je pense, Arthéon, en fait, il s'absente un peu tout le temps. Donc du coup, c'était assez rigolo. C'est devenu un petit peu une petite habitude d'Arthéon de ne pas être là pour... du coup, ça a été l'internat, après ça a été ça. Mais donc, ce qui était sympa, c'était de voir les réactions des gens qui se disaient « Mais où est Arthéon? Qu'est-ce qu'il fait ?» Il y a même eu des polémiques. Il y a des gens qui ont cru que j'étais parti en Chine et d'autres qui ont cru que j'avais quitté la série. Donc non, c'était vraiment super sympa de voir l'engouement que ça suscitait, mon absence en tout cas. Et à côté de ça, de voir aussi la réaction du public une fois qu'ils ont eu la réponse à leurs questions, sachant que Arthéon avait délaissé tout ça finalement pour une histoire très simple, une histoire de cœur, comme il peut s'en passer tous les jours dans la vraie vie,
mais aussi sur les jeux vidéo. Donc c'est pour montrer aussi le caractère humain des personnages qui au final ne sont que des gens qui contrôlent des avatars. Donc une amourette, ils peuvent l'avoir aussi bien en jeu que dans la vraie vie. Alors cette saison, il y a beaucoup de personnages qui ont été un petit peu effacés. Je pense notamment à Tenchirok. Effectivement, la présence de Tenchirok sur l'intrigue qui était plutôt centrée autour d'Arthéon aurait été un peu excessive, dirons, enfin ça aurait été en trop. Et puis le fait que ben voilà, maintenant j'habite dans cette magnifique ville qui est Paris, hein, voilà, hein, cette splendide capitale française qui se rappelle tous les matins à mon bon souvenir dans le métro. Voilà. Donc du coup j'avais un petit peu moins de temps pour descendre. Il en va de même sur le personnage de Quet. Il est là, il est très présent dans la saison 4, mais psychologiquement il n'est pas énormément travaillé. Et il en va de même pour le personnage d'Ivy. Alors, et Golgotha. Et entre-temps, j'ai été maman, entre la saison 3 et la saison 4, donc il a fallu se remettre en jambes. Donc ça se voit peut-être pas, j'étais vachement concentrée dans le rôle, mais je pensais surtout, c'était la première fois que je laissais ma petite fille en fait pour reprendre le tournage, donc j'avais l'esprit ailleurs, mais bon, je pense pas que ça se voit à l'écran, mais j'avais l'esprit ailleurs, donc mais j'étais contente de retrouver les copains en même temps, donc c'était un peu... J'étais un peu mitigée, mais j'étais contente quand même. Donc en fait, tous ces personnages-là, dans la saison 5, ils vont jouer des rôles beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait croire. Donc ce n'est pas un oubli. C'est juste que dans une saison, on ne peut pas traiter de 50 choses. Si on veut traiter certaines choses comme il faut, il faut évidemment faire des choix, et ce choix c'est porté sur les héros de la guilde Noob. Donc voilà, en fait je n'oublie pas les autres personnages. C'est vrai qu'ils sont un petit peu effacés, certains se sont un petit peu mis en retrait. On n'a pas aussi le combat avec Spectre qu'on voit très peu dans la saison 4, parce que c'est normal, il s'est pas écoulé un an, et ce sont des éléments qui vont arriver dans la saison 5. Alors j'ai bien aimé cette saison 4 parce que cette fois-ci l'intrigue était vraiment axée sur les personnages, sur leur personnalité, sur l'évolution vraiment des personnages, et on les voit en fait qui sont poussés dans leur dernier retranchement et qui sont obligés en fait de faire des choix. Alors le perso d'Omegazelle au final c'est un de ceux qui évolue presque le moins, parce qu'en fait au début il veut rentrer dans la guilde justice, il est pas sympa avec les autres, il respecte juste un peu Arthéon parce qu'Arthéon est plus fort que lui et plus expérimenté, et là je veux dire, à part passer à l'acte et rentrer dans la guilde de justice et laisser de côté Sparadrap, Gaïa, je veux dire il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il y a peut-être le rapport avec Gaïa qui s'est un petit peu affiné. Au début c'était l'engueulade, c'était la cohabitation forcée, et là on est passé à l'étape supérieure qui est le règlement de compte. Et il y a eu une scène où on s'engueule tous les deux qui était géniale, parce que bon, faut savoir que dans la vraie vie, je veux dire, de m'énerver, de parler très fort en gesticulant, je le fais assez souvent, ce qui n'est absolument pas le cas de Gaïa, qui est quelqu'un de très calme, de très posé, qui lève jamais la voix. Et là, je veux dire, pour réaliser la scène qu'on a fait, il fallait vraiment qu'elle prenne sur elle, qu'elle se mette à crier. Et du coup, ça nous a fait bizarre de voir comme ça Gaïa crier. Et puis le combat, ça faisait plaisir. Moi, je veux dire, dans Lost Level, j'ai fait beaucoup de combats, surtout avec Fabien. D'ailleurs, j'en ai refait un avec Fabien dans la saison 1 de Noob. Et là, du coup, j'avais Anne-Laure comme adversaire. Ça faisait bizarre, quoi. Je crois que c'était son premier combat, et quel combat, je veux dire, moi, j'en suis vraiment très content. C'est un des plus bons, un des plus travaillés qu'on ait eu. Donc voilà, après bon, au niveau de l'évolution d'Omegazelle, ça reste quand même dans la lignée de ce qui s'est passé dans les autres saisons. Alors moi déjà j'ai été très contente de cette évolution, parce que le fait qu'il y ait Omegazelle qui arrive, il y a eu de suite ce conflit, donc ce conflit avec lui, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça met en avant le conflit avec le reste du groupe qui en fait est pour qu'Omegazelle arrive, et sauf moi. Mon personnage, il est vraiment au pied du mur. On la voit qui a son caractère qui est de plus en plus affirmé, qui prend de plus en plus ses aises, et qui finit par être détestée par la guilde Noob. Elle en vient horripilante à tel point que tout le monde a envie de se barrer. Donc on la voit qui finalement, en chef de guilde,
voilà ce que ça donnerait, et on voit que ça va pas du tout en fait, parce qu'elle a pas du tout l'esprit pour, qu'elle a pas du tout la mentalité d'une chef de guilde, et c'est la catastrophe, puisque c'est tout le monde se barre, plus personne n'a envie de jouer, donc c'est vraiment pas l'objectif à atteindre, et donc résultat, c'est la catastrophe, la guilde de noob n'arrive pas à avancer, échoue à toutes les quêtes, ils passent leur temps à mourir, et donc on voit vraiment que là il y a un constat d'échec, et la seule solution finalement lorsque son curseur devient gris, c'est carrément de changer de faction. Donc elle décide de trahir les siens, ce qui montre le peu d'estime qu'elle a envers la guilde noob. Nous avons ensuite Omegazel. Omegazel, il rêve depuis toujours d'être membre de la guilde de justice. Et à la première occasion, il quitte la guilde noob. Il avait dit, un jour quand je serai niveau 100, je quitterai la guilde noob et j'irai dans la guilde de justice. Et il le fait. Arthéon, c'est surtout dans le roman 4 aussi que vous allez vraiment bien comprendre sa psychologie. Mais le pauvre Arthéon, il a tout donné depuis des années, il a tout donné pour sa guilde. Et au final, Gaïa n'en fait qu'à sa tête, Omegazel n'en fait qu'à sa tête, Sparadra est toujours aussi nul. Ils s'engueulent tous, il n'y a aucun esprit d'équipe, et là il baisse les bras, il a l'impression que voilà, il prend plus de plaisir à jouer parce que il a tout fait, il a tout donné, et au final il joue au ralenti, il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, et pour une fois il pense un petit peu à lui. Qu'est-ce qui se passe? Arthéon devient méchant, mais devient vraiment méchant. C'est vrai que du coup j'ai pu traiter toutes ces facettes au niveau de l'acting, ce que j'ai trouvé super sympa d'ailleurs, parce que c'est vrai que jouer le Arthéon de base, c'est un jeu qui est relativement plat, mais c'était vraiment sympa justement de pouvoir tester le Arthéon amoureux en faisant des tonnes à la Obélix et Falbala, des mimiques, tout ça, et de passer du Arthéon, le Arthéon vénère, Dark Arthéon comme on l'appelle, où là je gueulais tout le temps, où j'avais les yeux exorbités, c'était vraiment très rigolo, j'ai beaucoup aimé pouvoir jouer justement sur plusieurs tableaux comme ça. Et Sparadra, au milieu de tout ça, on se rend compte que finalement c'est peut-être lui le ciment de la guilde noob, celui qui unit tout le monde. Jusqu'à maintenant c'était Arthéon, au final c'est vraiment la saison de la maturité, c'est vraiment la saison où on a travaillé la psychologie des personnages autant que possible, parce qu'évidemment une web-série ça ne permet pas de travailler la psychologie des personnages autant que par exemple les romans. On va faire un petit peu une minute intello, mais ça peut être sociologique de par le fait que on voit vraiment l'égoïsme humain. Donc chacun fait ses choix et chacun voit sa propre pomme par rapport à l'équipe. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que la guilde explose. C'est peut-être ce qui fait la force de la série en elle-même en fait. Là, à l'heure actuelle, c'est ce qui fait la force. Je pense qu'on n'a jamais autant de fans qu'en ce moment parce que on arrive à balancer dans une web série toutes ces petites émotions, et tout ça avec très peu de moyens, et tout ça avec une bande de potes. Donc oui, voilà, ouais, je pense que c'est cool. J'ai fini par c'est cool. Je suis un jeune. C'est vrai que j'étais plutôt surpris, parce que c'est vrai que je regarde ça d'un peu loin, moi, en ce qui me concerne, vu que j'ai pas la primeur des avant-scénarios comme peut avoir nos amis les Toulonnais. Donc du coup, ça me permet d'avoir un regard vraiment de spectateur sur la série, parce que bon, déjà je sais à peu près le scénar, mais je connais que les parties qui me concernent, donc je découvre ça en même temps que vous quand je regarde les épisodes. Et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé les premières saisons sur le côté humoristique, le côté rythme, que j'ai trouvé vraiment sympa. Après, c'est vrai que ça manquait peut-être un peu de finalité, ça manquait peut-être un peu d'objectif. Être level 100, c'est bien, mais est-ce que c'est une fin en soi quelque part ? J'en doute. Et j'ai toujours été demandeur d'un peu plus de construction, d'un peu plus de fil rouge qui allait amener vers quelque chose. Et là c'est vrai que la saison 4 m'a bien fourni par rapport à ça. Alors très honnêtement, la rivalité grandissante Zell, Gaïa, bon ça on la sentait venir depuis un bail, et j'ai trouvé le combat assez sympa, assez libérateur, bien que personnellement j'aurais vu une autre fin, mais ça c'est mon goût personnel, pas au niveau du gagnant, mais de la manière dont ça s'était organisé. Là où je me suis fait bien baiser la gueule, c'est par rapport à Arthéon, par rapport à son passage, on va dire, sur le côté obscur, entre guillemets. J'ai trouvé ça sympa, mais peut-être un peu brusque. Donc éventuellement, ça aurait été peut-être plus
ça aurait peut-être mérité quelques minutes de plus pour... c'est un petit peu comme le passage d'Anakin dans Star Wars. Enfin, ces Star Wars n'existent pas, nous sommes d'accord. Mais bon, on est obligé de les avoir vus au moins une fois pour dire qu'ils n'existent pas. C'est un peu rapide. C'est un peu brutal et rapide. Ça passe dans un bouquin, ça passe moins filmé. Peut-être qu'il y aurait peut-être moyen de faire autrement. Mais ça débouche sur un super cliffhanger. Donc à voir la suite pour voir si cette petite transition, ce petit virage à 180 degrés va amener sur quelque chose de sympa ou pas. Moi en fait je m'attache beaucoup plus un peu à ce qu'on appelle les personnages background, qui sont pas forcément ceux qui sont mis en avant, mais ceux qui sont en second plan et qui ont leur petite vie, leur petite histoire. Et là-dessus j'avoue que j'ai pas été déçu, notamment sur le personnage d'Arthas, que je suis pas mal et j'aime beaucoup comment il a été développé. Bon, j'espère que ça... On va la refaire, hop là, on coupe. Donc notamment sur le personnage d'Amaras, voilà, Amaras. J'ai bien dit Amaras, et Amaras c'est bien. Donc on le voit et on le voit. C'est d'où Arthas déjà. Ah putain. Comme quoi, l'association d'idées. Voilà, hein, bon. Peut-être Amaras va-t-il finir avec Frostmourne, qui sait. Donc non, j'ai bien aimé ces évolutions de second plan. J'ai bien aimé les chasseurs de reliques de Gaïa. J'ai bien aimé tout ce développement de personnages. C'est un trait que je trouve commun avec la BD. C'est que dans la BD on trouve aussi plein de petites histoires en second plan. Et autant dans la série, autant dans la BD, c'est vraiment ce qui me fait le plus délirer. Bon, après moi je suis un peu particulier, je suis focus sur ce qui se passe derrière plutôt que ce qui se passe devant. Mais bon, ça c'est moi. Une chose sur l'épisode où Sparadrap devient niveau 100. Alors il faut savoir que cet épisode, au début, il a été écrit par Fabien sans problème et tout. Et il s'est avéré qu'un chien est venu sur le tournage. Il est venu comme ça, on sait pas d'où il venait, pas de maître, rien du tout. Et il restait là, il était super simple. Il restait là, il s'asseyait, il était content, il était avec nous. Et là, on commençait à se taper des délires parce qu'en plus, ce jour-là, il y avait Mathieu, donc il y avait Istos qui tournait avec nous. Et on s'est dit, oh là là, mais regardez-le, quand il est tranquille comme ça, on dirait Mathieu. Et en plus, dans l'épisode, il y avait le reroll de Mathieu qui était l'assassin furtif. Et là, avec Fabien et Joe et Matt, on a commencé à partir dans des délires sur le chien. Attends, faut essayer de refaire. Attends, je vais faire du bruit là. Attends. Allez-y. En plus, il était marrant parce qu'il avait des yeux tout ronds comme Istos. Donc du coup, de temps en temps, Istos disparaît, un petit peu comme dans Naruto où il disparaît s'il laisse un bout de bois à la place, là, une espèce de bûche. Et bien voilà, là, il disparaît, il laisse la place à son leurre, donc le toutou. Et hop, c'est pour mieux apparaître ensuite par derrière la personne et la surprendre. D'ailleurs, Fabien a remercié le chien dans les remerciements à la fin dans le générique. Ça, c'est bien marrant. Et donc, merci à toi, chien, si tu nous regardes. Parce que grâce à toi on a fait un épisode qui était bien marrant. Le propriétaire, s'il connaît Noob et qu'il voit ça, il va dire mais qu'est-ce que tu fous là toi? Donc après on l'a vu d'ailleurs retourner à sa propriété une fois qu'on a fini le tournage. C'est ça aussi le film amateur, c'est que quand on arrive sur le tournage, on a le script, d'accord, mais on a aussi une part d'improvisation qui est totale. On peut faire ce qu'on veut, on n'a pas de producteur, on n'a rien, on a de compte à rendre à personne. Alors dans cette saison, oui, j'ai changé un peu de Istos droïde, j'ai fait Istos l'assassin. Alors ça vient d'un délire qu'on a IRL entre nous, c'est-à-dire que Istos, donc Mathieu, est assez inexpressif, donc il est là, il fait la joie, la colère. Donc c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'au final, on se dit, il a vraiment une tête de psychopathe. Et on l'appelle Tombéry, le méchant dans Final Fantasy là, qui est avec sa lanterne et qui poignarde les gens. Et c'est là qu'on a eu l'idée, comme souvent, d'intégrer un énième délire qu'on a entre nous dans une de nos séries. Et on a fait de Istos un assassin. Et donc il apparaît par derrière, ils font tous des crises cardiaques, il a son couteau, il tue les gens. Donc c'est vraiment un psychopathe. Et c'est un personnage qui a beaucoup d'avenir, notamment dans la bande dessinée, où là on va pas mal le mettre en avant. Mais aussi, et j'en parlerai plus tard, dans la suite au-delà de la saison 5 de Noob, où là on aura justement la part belle pour ce genre de personnage. C'est l'épisode qui couronnait, on va dire, Sparadrap niveau 100. Et finalement les gens ont beaucoup aimé parce qu'ils étaient contents de le voir niveau 100. Mais
ont beaucoup plus apprécié, on va dire, le reroll d'Istos en tant qu'assassin. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et je pense que c'est intéressant de le revoir après, plus tard, en assassin, vraiment, quoi. Parce que même moi, il me fait peur. C'était marrant à jouer parce que c'est quelque chose que j'aimais bien faire par rapport au délire qu'on a, quoi. Et ça a vraiment eu de bons retours parce que je m'attendais pas du tout à ça. Tout le monde a adoré, tout le monde a dit que je faisais peur, etc. Et il avait même eu un gros succès l'épisode parce qu'il y a eu un sondage, il était dans les premiers. Après, dans ce même épisode, il y a aussi plein de trucs. Il y a aussi le craquage à la fin, alors quand je deviens niveau 100. Alors il faut savoir qu'au début, moi je pensais, je voulais que l'on fasse des photos, en fait, un montage photo comme la fin des films Very Bad Trip. Je pensais que c'était marrant de voir dans différentes positions, comme ça, mais qu'en photo qui passait, pour présenter justement le niveau 100 fêté par les deux frères. Et Fabien a fait, les photos, c'est pas assez expressif. Enfin, ça sera pas marrant en vidéo. Donc je pense qu'on va faire ça carrément en vidéo. Et du coup, on a fait ça à la maison. Et là aussi, on est parti en live, quoi. C'était la fin de la journée. On avait craqué déjà avec l'épisode d'avant. En plus, il pleuvait ce jour-là. Et du coup, on prenait tout n'importe quoi, le vélo d'appartement, les casques, tout ce qu'il fallait, on a fait n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais du mal à rester sérieux parce qu'avec Fred qui faisait n'importe quoi comme ça, j'arrêtais pas de rigoler, on a un peu galéré. On voit que je souris un peu sur certains moments d'ailleurs. Mais bon, c'était vraiment un bon moment, on s'est bien éclaté, on a bien déliré et on était fiers du résultat. Ça a bien marché, il a été bien accueilli, puis bon, c'était sympa parce que c'était Spardra qui devenait niveau 100. Bonne idée! Assez régulièrement, que ce soit dans les bandes dessinées ou dans la web-série, on met en avant le subconscient des personnages à travers leurs rêves. Alors c'est toujours rigolo parce que à chaque fois on voit un petit peu de quoi ils sont capables si jamais ils n'avaient aucune entrave. Et dans la saison 4, évidemment, on n'y a pas coupé avec cette fois-ci le rêve de Kevin le Pape, donc Sparadrap. On ne peut pas parler de la saison 4 sans évoquer donc le fameux épisode du rêve de Sparadrap, qui est selon moi l'épisode le plus drôle qu'on ait tourné à présent. En tout cas, moi, c'est celui qui m'a fait le plus rire et sûrement celui sur lequel je me suis le plus amusé. Parce qu'à la base, on avait un speech qui était plutôt barge, sachant que Fabien avait décrit un rêve de Sparadrap. Bon, c'était, voilà, comment on s'y attendait, c'était de la guimauve, c'était n'importe quoi. Mais on s'est dit, une fois sur place, quitte à se ridiculiser, autant y aller à fond. Donc du coup, chacun a apporté ses propres idées, ses petites touches perso, et c'était très amusant de voir un peu ce qu'on avait dans notre cerveau assez malsain, donc de la farandole, du chant, du trollolo, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais c'était très marrant, quoi. Malgré les conditions météo, en plus, qui étaient catastrophiques, on avait un vent de pas possible, d'ailleurs ça doit se voir dans la vidéo, je ne sais pas si ça s'entend, mais on s'est vraiment éclaté, et là on a vraiment donné chacun... je pense le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on s'est complètement lâché, on a joué librement, on a fait les idiots, on tenait pas compte, on n'avait pas joué juste, on n'avait pas... Voilà, on pouvait faire ce qu'on voulait, on s'éclatait vraiment tant qu'on suivait l'idée de base de Fabien, quoi. Donc oui, franchement cet épisode on s'est vraiment fait plaisir. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Allons chasser le picouaille, allons chasser le picouaille, allons chasser, allons chasser, allons chasser, la 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 la, allons chasser le picouaille. Bon, Fabien ce jour-là a été très souple et rentré dans le délire avec nous, et au final ça a donné quand même un des épisodes les plus délirants de la série. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment on y allait au feeling, à l'impro. Ça m'a d'ailleurs rappelé nos plus belles heures du film amateur, et on s'est vraiment bien éclaté. Alors que d'habitude on est quand même plus cloisonné dans le script, dans l'intrigue et tout. Là c'était un rêve, c'était Sparadrap, on pouvait vraiment faire ce qu'on pouvait. Et franchement, des épisodes comme ça de temps en temps, ça fait plaisir. Et en plus ça a fait plaisir aux gens qui suivent la série. Tout le monde y a trouvé son compte au final. C'est la situation telle qu'il aimerait la voir et qui n'a rien à voir avec la réalité, vu qu'on est tous ensemble à jouer comme si rien ne s'était passé, et ça part en un trip complètement débile. On dirait qu'on carbure tous sous ecstasy, on se met tous en farandole à danser et à chanter, c'est du grand n'importe quoi. On a vraiment bien rigolé ce jour-là. Des chansons complètement débiles, des
des textes complètement débiles, des postures et des expressions qui n'étaient vraiment pas naturelles. C'était vraiment très bizarre de filmer ça et de les voir jouer comme ça. Mais vu que c'était le subconscient et que c'était donc de sparadrap et que c'était un rêve, évidemment, on pouvait tout se permettre. Donc je pense que ça fait partie de ces tournages qui nous ont vraiment fait rigoler, et les gens qui ont vu l'épisode se sont vraiment bien marrés parce que c'était assez inattendu. Alors l'épisode 11, c'est vraiment l'épisode de la roulade, quoi. J'ai trop la classe. Je me fais attaquer par Omegazelle qui pense que je suis encore restée au niveau, que je suis vraiment trop nulle. Et finalement, j'apparais dans mon tout nouveau costume, trop beau of the Dead. D'ailleurs, je tiens à remercier Sarah Kohler, qui est la personne qui a fait la robe bleue, qui est magnifique. Pour la petite anecdote, elle m'avait juste demandé mes mesures, en fait, pour pouvoir faire la robe et la couleur que je voulais pour mon prochain costume. Et à Angoulême, elle est venue avec la robe terminée. Elle m'a dit tiens, voilà, je te l'ai faite. Je l'ai essayé, ça tombait nickel chrome. Alors j'ai dit ok, super. Et après on a construit tout le costume autour de cette robe avec Renette Trinket qui travaille le cuir au Champ des Louves. Et donc vraiment le costume est magnifique, j'en suis vraiment très très fière. Ça fait un peu comme la reine dans le dernier Blanche-Neige et le chasseur, et ça fait un petit peu aussi je sais pas, un petit peu World of Warcraft aussi, dans les plumes, tout ça. Donc vraiment, je trouve trop beau ce costume avec les plumes de pan. J'en suis trop fière, quoi. Il est trop classe. Alors pour les stuff niveau 100, j'avoue avoir quand même une bonne satisfaction personnelle. Je veux dire, d'entrée, j'ai eu carte blanche de la part de Fabien, ça m'a fait vraiment plaisir. Pourtant j'ai osé les sabres, il y a juste le code couleur qui m'a été imposé, mais bon, je reste dans le noir, le classe, le ténèbre, ça m'allait tout à fait. J'ai été aidé par Carmen, celle qui fait Pyronès. Donc le costume pour Olydri, alors ça a commencé au tout début de Noob, où je venais tout juste d'intégrer l'équipe, et Fabien m'avait demandé un costume pour Judge Dead. Et donc là on avait Fanat, donc H, notre farmer chinois, avait dessiné un super croquis d'un personnage un peu ténébreux et tout, et on est parti de ce croquis pour réellement créer le costume. Ça a été le tout premier qui a été réalisé pour la série Noob. Ensuite j'ai pu aider sur des costumes comme celui de Tenchirok, où là c'est à partir d'un manteau qu'on a complètement customisé. Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une chemise pour Fantôme à un moment. Ensuite il y a eu le manteau de Omegazelle avec des empiècements en cuir qu'on a plaqué sur le manteau. Le tabard de Chevalier Meumeux, la cape qui allait avec, ma robe de Pyronès, ça qui est parti d'un grand délire d'ailleurs. Voilà. Après ça a été plein de petites aides sur les costumes, et l'idée c'est plus ça va, plus on pourra faire des costumes construits avec une histoire, avec peut-être des illustrations de Fanat ou de quelqu'un d'autre, plein d'idées. Et donc là on est en train déjà de préparer tout ce qui est costume de Neogicia. Voilà. Il y a aussi le costume de Ivy dans la saison 4, la fin de la saison 4 de Noob, le corset, puisque donc moi mon boulot c'est je suis costumière et corsetière. J'ai créé ma petite entreprise Ezaika Création. Et je suis vraiment ravie de travailler avec Olydri, de continuer à développer toute cette branche-là de manière à ce que ça puisse apporter un maximum de visuels pour les différentes licences, les différentes séries en cours. Pour ma part, je suis un grand défenseur des costumes parce que j'adore ça, c'est ma grande passion. Et je trouve que dans une série, ce qui va donner son âme à la série, l'immersion du téléspectateur, c'est justement tous ces petits détails, aussi bien au niveau du costume que des décors. Et là, ce qu'on peut constater, c'est qu'au début, en saison 1, on avait quoi? On avait par exemple un zèle avec un jogging, une casquette et des baskets. Là ce qu'on a, c'est qu'on a carrément des costumes, enfin vraiment des vrais costumes, quoi. Je vais parler du mien. On l'a construit de A à Z sur une idée que j'ai eue. Pareil au niveau des matériaux, on a divers artisans. Donc on a Ardakos qui s'est par exemple occupé du cuir avec moi pour faire le harnais, lequel j'ai customisé ensuite par la suite. Mais par exemple pour la partie tissu, qu'on voit un petit peu moins, mais qui est en dessous et qui a tout autant d'importance à mes yeux, on a le tabard donc, qui a été fait par Carmen, qui incarne le PNJ dans la saison 1, mais qui aussi incarne Pyronès, merci, j'avais jamais un trou, Pyronès dans la saison 4. Donc voilà, donc on a plein de petites mains qui travaillent pour nous, c'est super sympa de voir le résultat au final. En plus on a tous des costumes assez différents. J'aime beaucoup le stuff de Gaïa, j'aime beaucoup le stuff, en fait j'aime tous les stuffs.
j'aime tous les stuffs, mais je trouve que c'était une bonne évolution pour faire changer nos équipements. L'équipement de Sparadrap est super bien aussi, ça reste dans le contrat, enfin ça reste dans le code des couleurs, c'est ça qui est intéressant. J'ai toujours le même bâton par contre, mais bon le bâton c'est la mascotte, ça fait partie de la série maintenant. Et donc je remercie encore une fois Stéphane alias Ardakos le marchand pour mon stuff parce que c'est encore lui qui l'a fait. Donc du coup un gros merci à Steph. De mon côté j'ai le nouveau costume de Phantom tout simplement parce que Amaras et Phantom se partageaient le même costume et un jour on va devoir s'affronter évidemment c'est inévitable et je pouvais pas garder le même costume sinon l'un des deux aurait été à poil donc j'ai mis le costume du chaos même si fatalement ça lui arrivera d'être chauve mais je voulais pas qu'il perde tous ses cheveux alors je lui ai dit ça serait bien que tu commences à les couper et tout même toi ça te fera du bien de les couper et puis au final il est quand même content de les avoir coupés je crois que tu es content de les avoir coupés laisse-moi finir mais c'est surtout qu'en plus et là je vais balancer et je vais dire que Anne-Laure a trouvé que ses cheveux faisaient filasse à la Japan Expo juste avant qu'il les coupe donc elle a raison. Après par contre j'ai beaucoup réfléchi c'est-à-dire que j'ai posé 50 fois la question à Fabien, je fais est-ce que ça dérange si je me coupe les cheveux, est-ce que les fans vont apprécier, est-ce que ça va pas faire drôle, donc du coup oui, bien entendu au début quand je me suis coupé les cheveux les gens ont fait wow, mais après il y avait les pour, les contre et puis au fur et à mesure le perso, les gens ont bien compris que me couper les cheveux n'avait pas changé la personnalité du perso, loin de là. Donc au niveau des stuff niveau 100, il y a tout le monde qui a fait un gros effort d'inspiration personnelle, on s'est fait aider par des professionnels, donc c'est quand même important le stuff. Moi je sais que j'accorde vraiment beaucoup d'importance, même d'en haut quand j'y jouais, pour moi c'était quand même important d'avoir un beau stuff, d'être classe et tout, même si c'était forcément le plus optique, le plus efficace, attention. Et donc dans la série là, visuellement, mon stuff, je voulais quelque chose de sympa et je suis content de mon stuff et vraiment content du stuff de mes partenaires. Il y a certains MMORPG où on peut garder le même stuff et appliquer les statistiques du changement de niveau au stuff qu'on possède pour garder le même skin, donc c'est-à-dire la même apparence. Même si jamais c'est un petit peu ce qu'on applique à Noob, on voulait quand même vraiment marquer une différence parce que les noobs, qui sont toujours des noobs, passent quand même un palier. Ils arrivent enfin au niveau 100 après je ne sais pas combien de mois ou d'années, etc. Et donc là, chacun a eu son petit artisan pour l'aider à lui concevoir ses costumes sur mesure. Chaque costume a été créé pour le personnage de nous. Vous ne pourrez pas les acheter en boutique, ces costumes-là. Vous pouvez que les refaire à l'occasion d'un cosplay. Alors, le retour de Jacques Séparou, c'était vraiment énorme. Et d'ailleurs, je tiens à dire à Brice que j'étais vraiment dégoûtée parce que cet été, je suis allée à Hockey Choral et j'ai regardé tous les spectacles en espérant le voir. Et en fait, il n'était pas là, ça m'a fait beaucoup de peine. Bon, ceci dit, c'était vraiment sympa de tourner avec lui. On a joué une première fois avec lui où j'étais vraiment très impressionné. C'était les tout débuts de Noob. Je sais que Zell et moi on était dans un champ avec un véritable acteur et qu'on était assez fascinés. Non pas parce qu'il arrivait à refaire exactement les mêmes mimiques, mais il était vraiment bon. On lui donnait un texte de base, il le transformait, il le jouait à sa façon. C'était vraiment impressionnant. Là où nous, au début, on se contentait de réciter mot à mot en essayant de mettre un peu d'émotion dans nos phrases. Or, quand on a réitéré l'expérience et qu'on a pu rejouer avec lui une deuxième fois, donc pareil dans la saison 4, ça a été un vrai plaisir déjà de le retrouver en tant qu'acteur et comme personne, parce qu'il est vraiment très sympa et surtout il joue très bien, donc c'est toujours une source d'inspiration. Mais je trouve en tout cas qu'on l'a pris un peu plus zen, parce que bon, on avait déjà joué avec lui, nous on avait quand même un passif de 3 ans d'acting derrière nous, donc on avait comme ça on avait acquis un peu d'expérience, donc du coup c'est beaucoup mieux passé, mais force est de constater qu'il y a toujours un fossé monstrueux, en tout cas moi je le trouve, et je le trouve toujours aussi bon, si ce n'est même meilleur, et je me sens toujours tout petit à côté quand il joue, parce qu'il joue vraiment très 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 bien quoi. Ah non, on avait la pression. Mais de suite, bah ouais, je sais, c'est trop laid, mais de suite quand il y a quelqu'un qui s'intègre à un tournage et que lui a l'expérience de ça, qu'il est acteur, c'est son boulot, là de suite t'es comme ça, tu fais oh là là, j'espère que je vais bien jouer, j'espère qu'il va pas... Oui, on se met tous la pression en se disant qu'on est des trop bons acteurs, on doit être bon et tout. Non, c'était d'ailleurs, c'est pour ça que c'était une super bonne expérience de tourner avec Brice, parce que ça fait du bien de tourner avec des gens qui savent jouer. Aussi parfois. On a par exemple Harrison Jones dans World of Warcraft qui est une fusion entre Harrison Ford et Indiana Jones, et c'est un mec évidemment qui va explorer des ruines et compagnie. Et voilà, on a les Tortues Ninja d'Alaran, donc voilà, des clins d'œil comme ça on en a dans pas mal de MMORPG, et on voulait aussi un peu le nôtre.
Et le nôtre, c'est Jack Sparrow, donc le pirate qui est tout le temps paumé et qui a besoin de retrouver sa boussole, sinon il ne sait pas où il va. Et donc là, on a eu la chance donc de le revoir pour plusieurs épisodes. Enfin, c'est un tournage, mais qu'on a étendu sur les épisodes du Donjon du Chaos. Et comme toujours, c'est vrai que c'était assez incroyable de le voir jouer. On a juste à lui dire, voilà, la scène, c'est ça. Il apporte sa petite touche personnelle. Et la plupart du temps, il nous transcende la scène, c'est vraiment incroyable. Et les acteurs sont toujours comme des gamins quand ils jouent avec lui, parce que déjà, quand ils ont su qu'il revenait, tout le monde voulait tourner. Ils ont dit ah là là, on veut tous tourner, on veut jouer avec Jack Sparrow et tout. J'ai dû évidemment faire un choix parce qu'il faut se plier au scénario. Mais voilà, tous ceux qui étaient là, en tout cas, ont passé un très très bon moment. Et je pense qu'ils ont beaucoup appris parce que le fait de jouer avec des acteurs comme lui, ça leur donne quand même une vraie leçon parce qu'évidemment, ce sont des acteurs amateurs. Certes, on commence tous, enfin surtout ceux qui apparaissent souvent, à maîtriser leur personnage à force de le jouer. Mais voilà. N'empêche que c'est quand même intéressant parce que là on avait vraiment l'acteur qui était capable de parler tout à fait normalement, puis la seconde d'après c'était Jack quoi, c'était incroyable. Donc voilà, Brice Lemaire, merci beaucoup pour cette nouvelle apparition. On a aussi de temps en temps la chance de pouvoir accueillir Papy Pekka, donc le grand-père d'Anne-Laure, donc de Gaïa dans la vraie vie. Et ce jour-là, en fait, on a eu de la chance parce que dans notre bon vieux sud, où il fait si chaud, le soleil est là tous les jours, enfin c'est vraiment génial. Et ben non, là cette fois-ci, il a neigé, chose qui est tout à fait rarissime. Et quand on est allé tourner avec Papy Pekka qui était dans le sud, on a eu la chance d'avoir un décor enneigé. Donc c'est vrai qu'on était assez contents parce que c'est pas souvent qu'on a cette chance-là. Donc voilà, on a pu tourner dans le Haut-Var avec Papy Pekka, mais aussi la neige. Et c'est marrant parce qu'on a sorti l'épisode, mais bon, longtemps après quoi. C'était le printemps ou peut-être même l'été, je sais plus, mais en tout cas c'était dans les derniers. Et les gens évidemment, il y en a plein qui disaient mais c'est pas possible, quand est-ce qu'il a neigé, mais en fait non, c'est juste qu'on avait tourné en avance et qu'on a sorti que plus tard cette scène là parce que oui, même si jamais les scénarios sont faits on va dire un petit peu à la dernière seconde parce que je suis obligé d'attendre de savoir qui est dispo pour pouvoir écrire ma scène, quand je sais qui est là, je sais quand même ce qui va se passer sur toute la saison, donc évidemment je peux tourner aussi des scènes en avance, ce n'est pas exclu. Donc voilà, c'est bordélique mais pas totalement non plus. Action. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai plus de On l'embauche. Ah oui. Toutes les saisons de Noob sont très bien, moi j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que la saison 4, c'est là qu'on voit qu'on a gagné en maturité parce qu'elle arrive à... On arrive à passer du rire aux larmes en fait. Il y a plein d'émotions dans la saison 4. Et du coup c'est vrai que c'est une bonne expérience. Il y a autant de moments épiques que de moments où on voit le rapprochement, justement on voit aussi l'éclatement et du coup je pense que c'est comme ça que les gens se retrouvent parce que voilà même si c'est une série avec des effets spéciaux, avec des costumes et tout, c'est un peu le quotidien. C'est un peu le quotidien quand pas nécessairement quand vous jouez avec des amis, mais quand vous êtes en société en fait. C'est comme ça, la vie parfois elle fait pas de cadeaux et vous allez vous en prendre plein la face. Il y a des moments où ça va être super bien, il y a des moments où voilà, il va falloir retomber sur vos pattes et c'est ce qui se retrouve dans la série, mais à travers un jeu vidéo. Moi j'ai pleuré à la fin de la saison 4, j'avoue, voilà. T'as pleuré pourquoi? Parce que c'était triste. Non voilà, bah voilà. Il y a plein de trucs, il y a des moments épiques comme le final. Il y a des moments qui sont tristes, comme pas le final. Non mais oui, comme la confrontation entre Sparadrap et Arthéon, la Gaïa qui quitte la guilde, l'affrontement entre Omeghazel et Gaïa, c'est triste quand même ça. Alors jusqu'à présent, mon personnage avait toujours réussi à éviter les combats. Comme elle est d'un naturel un petit peu craintif, et ben à utiliser en fait les gens comme bouclier humain. J'ai rarement eu l'occasion en fait d'affronter quelqu'un et de me battre, ou alors les combats c'était vraiment le strict minimum. On essayait un petit peu de parodier les jeux vidéo avec des mouvements très rigides, mais c'était pas vraiment des vrais combats.
combat en soi. Et là, pour la première fois dans la saison 4, j'ai été obligée de donner de ma personne et de faire un combat plutôt plaisant quand même, étant donné l'issue du combat, où j'affronte Omegazelle et où je lui fous une pâtée. Enfin. Et alors ce combat vraiment on n'avait pas préparé on va dire de chorégraphie, on l'a un peu improvisé en fonction du décor, en fonction de ce qu'on était capable de faire et ce qui était susceptible de rendre bien. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était épuisant déjà, une après-midi à combattre, et en plus le fait d'avoir un corset et d'être serré au niveau de l'abdomen, le fait d'avoir quelque chose qui compresse les épaules, j'avais le soir et pendant toute une semaine j'ai eu des courbatures, j'avais mal partout et je pensais pas que c'était aussi physique. Un simple petit combat comme ça, je pensais pas que c'était aussi physique et ça laisse présager pour Warp Zone des semaines très compliquées. Voilà. Il faut savoir que ça a été tourné en 3 fois. C'est la première fois qu'on faisait un combat en 3 prises, donc d'où le fait qu'il soit long, travaillé, tout ça. Aux 3 tournages, j'avais 3 coupes différentes. Ouais, je me cherchais un peu à cette période, du coup je me suis pointé avec 3 coupes différentes. Ça se remarque si vous regardez bien. Fabien m'avait dit que non parce que ça s'enchaîne super vite, mais ça se voit un petit peu. Et ça se finit par la scène du mariage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je n'étais pas présent ce jour-là. Voilà, ils ont tourné cette scène sans moi. J'étais deg d'ailleurs parce que franchement, je trouve que c'est une des plus belles scènes qu'on ait faites au niveau des costumes, du nombre de personnes mises en place et tout. J'aurais vraiment voulu y prendre part. Et donc à la fin, quand je tombe et que tout le monde me regarde en train de perdre contre Gaïa, je n'étais pas là. J'ai dû m'imaginer les têtes décomposées de mes amis en train de se moquer de moi. Et voilà, bon, ça a été en fait une petite façon d'y participer. Le mariage, alors le mariage c'était sympa parce que c'était la première fois qu'il y avait vraiment un thème. Là on était tous autour du mariage d'Arthéon. Donc déjà quand on est arrivé on savait qu'on allait tourner cette scène. Il faisait pas très beau, mais bon ça généralement de toute façon quand je fais des tournages il fait jamais très très beau, ça s'est vérifié à chaque fois. C'est l'échoppe médiévale qui nous a prêté tout un tas de costumes pour les héros. Et donc c'est marrant parce qu'ils avaient tout un catalogue et ils m'ont dit voilà, sélectionne en fonction de ce que tu veux. Donc j'ai dû chercher les codes couleurs pour pouvoir avoir l'Empire plutôt dans les bleus et les dorés, l'Ordre dans les verts et les marrons, et puis donc la Coalition dans les rouges et les noirs. Donc j'ai un petit peu créé ces codes couleurs et les acteurs étaient ravis de découvrir ce que je leur avais choisi, c'est-à-dire parfois des trucs un petit peu... c'était un peu... Ils n'avaient pas l'habitude de porter ça avec leur petit chapeau et tout ça, donc on a vraiment beaucoup rigolé. Pareil, Nostaria, Barthémulius ont eu leur tenue de maître de cérémonie. Alors moi je dois dire que dans la vie, pour les gens qui me connaissent, je porte principalement des couleurs foncées, du noir, du bleu de temps en temps. Et donc là j'ai eu l'honneur et l'avantage de voir Fabien arriver et me donner une magnifique robe orange, ce qui a été ma première surprise de « Ah bon, d'accord alors ». Mais sinon, ce que j'en garde véritablement comme idée de ce jour-là, c'est que là où on a tourné, il y avait un vent abominable et on a tous eu extrêmement froid. C'était vraiment les choses qui m'ont le plus marqué. Alors oui, l'idée, effectivement, c'est vrai que j'ai encore fait n'importe quoi avec le script. Je pense que c'était à cause du vent, du froid, j'ai encore pété un câble. Et je suis parti dans l'idée de chanter, comme si c'était une messe. Parce que j'ai un vieux passé d'enfant de chœur, voilà, que je n'avais pas beaucoup parlé avant, où j'assistais à des messes quand j'étais plus jeune et tout, et je me suis dit ce serait amusant d'avoir le côté vraiment cérémonieux et pompeux à outrance, d'en faire des caisses, et surtout encore une fois en duo avec Florence, de faire mon personnage qui est totalement outrancier, qui a bloc, qui en fait des caisses alors qu'il est pas classe, une cacahuète, et qu'il y a Florence à côté qui est très posée et tout, vraiment le côté, moi je suis là, limite ça me gonfle d'être là. Enfin, Barthémulius n'est pas content d'être là, mais il fait quand même il en fait quand même beaucoup trop. Et à côté Nostaria par contre elle expédie non mais allez faut vraiment bazarder le machin parce que c'est pas possible de faire ça quoi. Gaïa a littéralement sauvé cette scène parce que j'avais fait, je sais pas pourquoi, j'avais fait un sale réglage sur mon appareil photo, ça se voyait pas sur mon petit écran, mais quand j'ai regardé sur les gros écrans, c'était plein de bruit, de neige et tout ça, et je me suis dit mais mince, j'ai foiré la scène du mariage, ça ne le fait pas puisque évidemment on a eu beaucoup d'intervenants, on a eu un prêt de costume qui était reparti. Donc je me suis dit aïe 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 quoi, c'était le truc à pas faire. Mais heureusement Super Gaïa était là puisqu'en deuxième caméra elle avait filmé
Et j'ai pu garder, on va dire, 35% de mes rushs à moi que j'ai dû retoucher pour qu'ils soient regardables. Et elle, bah voilà, tout le reste c'est elle, 65% du contenu, c'est Gaïa qui l'a fait pour le final, donc pour cette scène du mariage. Mais sinon, la scène en elle-même, c'était vraiment très, très sympa parce qu'on était tous ensemble. Et puis, il y a Philippe et Florence qui, je trouve, ont joué super bien les marieurs. C'était vraiment très drôle et très agréable à tourner. Et puis, c'était vraiment une des scènes où, en fait, c'était pas un combat et on était quand même tous ensemble. Donc c'est vrai qu'on rigole beaucoup plus. C'était plus facile de rigoler parce que quand c'est un combat, on est tous plus ou moins très concentrés pour pas devoir refaire certains mouvements, pas se faire mal aussi parce que ça peut arriver. Donc c'était une bonne après-midi. Mais oui, ça a été super sympa parce que c'est pas évident de jouer une scène de mariage, de jouer ce sentiment amoureux parce que bon, c'est quand même censé être le plus beau jour de ta vie, quoi. Même si c'est juste de la romance en jeu, c'est très rigolo à jouer. Et à côté de ça, bon, ça a permis aussi d'envoyer un des gros éléments déclencheurs de l'intrigue, à savoir que Arthéon se prend un gros râteau sur l'hôtel et du coup, il pète un peu son câble à ce moment-là, quoi. Donc ouais, ça a été vraiment un super épisode. Moi, j'ai bien aimé ce tournage parce que c'était le côté faction, de voir tous les gentils réunis, tous les méchants réunis d'un côté, même s'il en manquait, hein, bien entendu. Mais c'était sympa, oui. Donc ouais, encore merci à l'échelle médiévale parce que les costumes étaient vraiment, vraiment terribles. Et puis ça a donné justement encore plus de profondeur à la série. Donc du coup, non, c'était un bon tournage. Ouais, peut-être un peu déçu qu'on ait été obligé de faire ça encore à Mortegarde, le lieu de tournage. Parce que c'est vrai que pour un mariage, ça aurait été bien aussi de le faire peut-être dans une église, un truc type gothique, enfin quelque chose comme ça. Bon, malheureusement, il faut savoir que chez nous, des châteaux, il n'y en a pas beaucoup et en bon état. Enfin, tout du moins proche, à proximité. Donc du coup, c'est un peu dur. Mais autrement, non, c'est une bonne scène, très sympa. Et non, je suis content d'avoir pu tourner avec un autre stuff. Donc ouais, nickel. Et puis j'étais un petit peu triste évidemment de ne pas avoir d'église. Parce que voilà, le tournage amateur étant ce qu'il est, il faut aller vite, il y avait des délais et compagnie, et puis on n'a pas pu faire une sorte de partenariat avec une église, on demandait l'autorisation, puis c'est toujours un peu compliqué avec les lieux de culte, on sait jamais, voilà, c'est pas une scène outrageuse puisque c'est un mariage. Mais voilà, on n'a pas eu le temps, on n'a pas trouvé d'opportunité et donc on est retourné dans notre bon vieux Mortegarde. Puis bon, c'est rigolo dans un sens puisqu'au final, l'église de Barthémius et Nostaria n'est pas du tout entretenue, il y a des trous dans les murs et tout, enfin c'est le truc super glauque, super en ruine quoi. Donc bon, tant pis, c'est pour ça aussi que la BD existe, c'est pour pouvoir pallier les limites de la web-série. Sinon, les souvenirs sur cette saison, il y en a quelques-uns qui sont plutôt sympathiques, surtout sur les préparatifs, sur les évolutions qu'on a pu distinguer. Moi, j'ai beaucoup apprécié les évolutions de personnages. Et c'est peut-être des détails pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. En fait, il y a certains petits effets de montage qui m'ont beaucoup plu dans cette saison, notamment quand j'ai vu le final de la saison 4, quand j'ai vu la petite transition avec Couette qui vole dans le ciel et qui se retrouve au plein milieu du champ de bataille. J'ai trouvé ça vraiment génial et j'espère qu'on verra beaucoup plus de petites choses comme ça dans les prochaines productions de Olydri. Voilà, et puis ça m'a permis aussi de découvrir des nouveaux personnages comme le personnage de Spectre qui se trouve être un joyeux luron, et je pense qu'on va faire des trucs ensemble, ça va être sympa. Déjà on a des goûts pour les griffes en métal et c'est déjà pas mal. Je peux vous parler déjà du tournage où on a eu le Chant des Louves qui est venu, on a eu Laurent de la Flanders Company, on a eu Cyril Villalonga, donc Castorga, ils sont tous revenus, ils sont venus le temps du Donjon du Chaos, et ils nous ont prêté des costumes où ils avaient eux-mêmes leurs propres costumes, et généralement ça envoie du lourd quand on tourne autour du Chant des Louves, parce que ce sont des super artisans, et voilà, on a eu la chance d'avoir des superbes costumes, du crossover, etc. dans cet épisode-là, donc on était vraiment très contents de cette intervention. Petite anecdote pour le tournage de l'épisode 3, c'est l'épisode où Arthéon nous présente sa fameuse Carrie. On a tourné sur le Pharon, juste en haut d'une falaise, et alors pile ce jour-là, il y avait une chasse au trésor qui était organisée et on était pile au mauvais endroit.
Ils étaient deg en fait les gens parce qu'ils pouvaient pas y accéder, on occupait toute la zone. Donc voilà, c'était assez amusant ce jour-là. Alors moi dans la saison 4, j'ai un souci, c'est que pour le personnage de Chevalier Meumeux, j'ai une paire de Doc Martens et je porte pas du tout ce genre de chaussures là, donc pour moi c'est un peu une enclume à chaque pied. Et à chaque fois que Fabien m'utilise, c'est pour que je cours ou pour que je me fasse cogner dessus. Donc très souvent je tombe, alors des fois sur le sol, des fois dans des buissons de ronces, comme dans l'épisode où je cours autour de Gaïa. Je me vote dans des ronces, alors ça vous ne voyez pas, j'ai les mains scarifiées au sang. Et c'est quelque chose qui nous arrive très très souvent, par exemple dans le combat contre le chevalier en armure, c'est à moitié scénarisé parce qu'on avait prévu des positions. Le fait que je me casse la figure à peu près à chaque coup, c'est pas prévu du tout. C'est juste que je suis pas stable avec ces chaussures-là. Dès qu'il faut que je fasse un peu des mouvements, je me fous par terre ou je glisse ou voilà. C'est le problème de mon costume, il est là. Alors cette saison, elle a été plus calme, moins physique entre guillemets, parce que j'ai fait que 2 scènes de combat. Bon, si on compte le prologue qui était un combat très intense, mais sinon c'est vrai que ça a été beaucoup plus des jeux d'acteurs, ça a été beaucoup plus de répliques et de réparties, notamment avec Julien. Donc c'est vrai que ça a été plus calme, mais en fait j'ai peut-être préféré parce que ça change et puis c'est vrai que ça m'a plu que ça évolue comme ça. Sur le personnage de Spectre, la voix, on en est venu sur un tournage où tu voulais une voix spectrale, hein, du coup, pour coller un peu avec le personnage. Et on a fait deux, trois essais de voix, et puis on en est arrivé à celle-là où je chuchote quasiment. Et je force un peu sur ma gorge. Puis derrière, tu mets tous tes filtres de voix pour la rendre un peu plus caverneuse. Pour le maquillage, très gros budget maquillage pour Spectre, hein, surtout à ses débuts avec la fermeture éclair, qu'on a vite laissé tomber du coup parce que d'une part j'ai fait une réaction allergique à la colle, donc je me suis retrouvé avec une lèvre pendant 3 semaines surgonflée. Et puis c'est vrai que c'était le maquillage qu'on a fait, on avait mis 1h30 sur le final de la saison 3 pour faire le maquillage. Elle leur a mis 1h30. En plus, elle me met du rimel dans les yeux et tout exprès, elle fait exprès de me torturer, donc une saleté, hein, comme à l'accoutumée. Donc on a simplifié le maquillage de par sa classe légendaire, ça s'applique très bien aussi, et donc maintenant le maquillage prend moins longtemps, heureusement. Alors on a tourné la première partie de l'épisode 4 à Toulon, à la Tour Royale, et alors c'était une scène très romantique entre Carrie et Arthéon, ce qui était un petit peu aussi une première pour nous d'essayer de développer ce thème-là. Et un truc qui m'a fait marrer ce jour-là, c'est qu'il y avait une passante en fait qui a pensé qu'on tournait Astérix et Obélix, quoi. Je pense qu'elle a cru qu'Arthéon en fait était Obélix ou bien que c'était le fils caché de Depardieu, je ne sais pas, mais en tout cas on a bien rigolé ce jour-là. Et Chevalier Meumeux débarque à toute vitesse derrière moi, et comme il vous l'a expliqué avec ses super pompes, Chevalier Meumeux n'a pas pu se contrôler et m'a envoyé un pain dans la figure qui m'a envoyé bouler dans le buisson plein de ronces. Non, c'était le scénario. Le scénario, c'est j'étais contrôlé par une force extérieure, et en gros Fabien m'avait dit: tu bouges dans tous les sens, t'en fais un maximum, et voilà. Fabien Fournier ne t'a pas dit de cogner les acteurs non plus. La tour Galamadria Bouillac. Je chuchote. Mais en fait, il a plus de voix. C'est bon? La tour Galamadria Bouillac. Quelle magnifique. Nous avons eu cette année également 2 tournages de masse. Le premier étant Carcassonne. Alors en fait c'est la MJC, la maison de la jeunesse de Carcassonne, qui nous a invités. On a eu vraiment tout frais payé. Ils nous ont invités, ils nous ont logés, ils nous ont nourris. C'était vraiment adorable. Il y avait des petits jeunes qui étaient là quand ils voyaient les acteurs arriver, ils étaient là, oh, enfin, ils demandaient des autographes, ils nous ont préparé une espèce d'affiche qu'ils ont dessinée eux-mêmes. Le soir, ils nous ont fait un petit spectacle autour du repas, avec une sorte de petite Stargate. Enfin, c'était vraiment très très sympa. Il va le traiter de son équipe. C'est quoi de tes interventions?
pense que c'était une expérience sympa pour tout le monde. Et puis le soir, ils nous ont organisé un grand repas avec plein de spécialités régionales. Ils avaient prévu des spectacles, des jeux de joutes, des quiz, des chansons. On a même dansé à la fin. Enfin, c'était vraiment, vraiment très sympa. Et peut-être, qui sait, que l'année prochaine, on pourra réitérer l'expérience parce que c'était de très bons souvenirs. Déjà en arrivant, on a eu le droit à une visite guidée par un des membres de la MJC, c'était très gentil. Puis l'accueil là-bas était vraiment... C'était super quoi, la soirée qu'ils nous avaient organisée, on s'en a passé vraiment un très très bon moment. Je suis content du séjour, je pense que c'est pareil pour tout le monde d'ailleurs. Sinon au niveau du tournage, c'était marrant aussi, parce que c'était pas vraiment un tournage de masse comme on a l'habitude, c'est-à-dire avec beaucoup de fans qui arrivent. Là c'était vraiment centré avec les membres de la MJC et des acteurs de Noob, donc c'était un peu plus restreint. Et il y avait un peu plus d'organisation peut-être, c'était autre chose et on a beaucoup aimé, on s'est bien amusé, c'était très très bien passé. À Carcassonne, un très 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 bon accueil, on a super bien mangé, on a été bien accueillis. Et puis moi j'aime bien quand on fait des petits voyages avec toute la troupe, qu'on se retrouve à l'extérieur, qu'on dort tous ensemble, parce que ça donne l'occasion de faire des méchantes soirées, de se revoir un peu en dehors des tournages. Donc je trouvais ça très très sympa. Puis Carcassonne, c'est une belle ville, la cité médiévale super. Juste un petit peu déçu quand même de ne pas avoir pu tourner dans la cité médiévale en elle-même. Mais après, à côté de ça, on va pas se priver. On a eu de beaux décors qu'on n'a pas possibilité d'avoir chez nous. Donc du coup, effectivement, c'était très 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 intéressant. Et puis avoir encore avec du monde, rencontrer les fans et tout, parce qu'il y a eu des petites séances de dédicaces avant. Donc non, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais que l'on retourne à Carcassonne, si possible, dans la cité médiévale. Ça serait, c'est un appel, ça serait super bien. Et franchement, je pense qu'en plus, il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Donc très très bon souvenir de ce tournage à Carcassonne quand même. Oui, on a tous dans des dortoirs, un petit peu comme une colonie de vacances, on a tous déliré le soir. Et le tournage en lui-même s'est très bien déroulé, les gens étaient vraiment à fond, on avait des très jolis costumes, et ce qui nous a permis aussi d'avoir des petites scènes de ville avec des batailles qui changeaient un petit peu, par exemple des grosses scènes de champs de bataille en extérieur comme au Geek Ferries à Orléans. On a pu tourner au Calvaire, donc qui est un autre lieu un petit peu plus loin, qui fait un petit peu médiéval. Et on a tourné aussi dans une salle des fêtes, mais qui avait un côté un peu médiéval aussi, parce que bon bah c'était assez sympa. Ça a été un peu notre QG, et donc on a fait deux scènes là-bas. C'était pas facile parce qu'évidemment on avait prévu un certain nombre de personnes, mais comme on ne pouvait plus tourner dans la cité en elle-même, on s'est retrouvé dans un lieu qui était trop petit. Donc c'est pour ça que les personnages sont vraiment amassés, puis c'est compliqué parce qu'il fallait jongler, on avait les fils électriques, on avait des mecs qui vivaient là, qui étaient à leur fenêtre, qui regardaient le tournage parce qu'on était au cœur de la ville, donc il fallait filmer bas pour éviter d'avoir les gens, donc les touristes, et puis il y avait aussi des passants, donc il fallait pas les gêner, donc on a arrêté de tourner quand ils arrivaient, etc. Mais malgré tout, ça s'est très bien passé et c'est une vraie valeur ajoutée pour l'épisode final. Et c'est toujours compliqué quand on tourne en ville et compagnie, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que dans les vrais tournages, évidemment, ils bloquent les trucs, les machins. Mais bon, nous, on est des petits, on se débrouille. Et je trouve qu'en fait, pour cet épisode final, c'était pas mal du tout. Donc vraiment, merci à la MJC pour nous avoir invités. Et peut-être que nous allons retourner avec vous. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, si on peut tourner dans Carcassonne, ça sera avec grand plaisir. On était dans la voiture avec H et Emdal, je crois. Et puis on s'est une fière équipée à partir d'Aix-en-Provence. Et pour au final qu'on ait une petite scène coupée. Mais c'était très rigolo parce que je me rappelle ce jour-là, c'était des conditions de tournage vraiment épiques puisque c'était encore un tournage de masse avec des fans, du public, beaucoup de figurants, des scènes d'action et tout. Et on s'était retrouvés en fin de journée juste à tourner cette petite scène à 3 acteurs, donc avec Florence, Elix et moi, et Fabien. Et je sais que Fabien était assez soulagé de dire « Ah, c'est bien, c'est calme, on est dans un endroit clos, il n'y a pas de gens qui crient. » C'est vrai que rien que pour ça, c'était vraiment très très drôle à faire. Alors, si je peux rajouter un petit quelque chose sur cette scène qui est du domaine du détail. Alors par contre, tu as oublié de préciser quelqu'un qui était là, c'était Lucas, qui aide toujours sur les sur les tournages, etc. Donc il faut quand même le nommer. Et ensuite, le fait qu'on est entré là, qu'on a commencé à se dire bon, alors ça va se passer comme ça, et on était dans une toute petite pièce tout seul.
Et là, tout d'un coup, on regarde par terre et en fait, il y avait un cadavre d'oiseau. Mais alors attention, un cadavre d'oiseau, son squelette, véritablement. Ce qui nous a fait piler tous les 4 pendant bien 10 minutes de mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet oiseau? Est-ce que nous aussi, nous allons finir ainsi avant la fin de l'épisode? Et c'était effectivement le tournage, on va dire, ce qu'on avait à faire, la petite scène, etc. C'était sympa et puis c'était aussi assez rapide, justement parce qu'on n'était pas nombreux. Mais c'est vrai qu'on s'est tapé un petit délire sur le squelette d'oiseau qui est là depuis 250 ans. Mais comment a-t-il fait? Est-ce que nous aussi, il va nous falloir autant de prises? Voilà. Et juste le petit détail en plus qui sert à rien, c'est que j'ai un double rôle dans cet épisode puisque c'est moi qui fais Judge Dead. Voilà, c'est moi qui dissous la guilde noob. Je m'en veux. Coalition! L'autre tournage de masse qu'on a eu l'occasion de faire, c'est le tournage à Orléans, qui est notre deuxième intervention sur Orléans, coup sur coup. Et cette fois-ci, on a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on a eu des guests. Et donc notamment Bob Lennon et Fantasio, les deux greniers, et puis on a eu JBX, Pétulia, quelques autres qui sont venus se joindre à la fête. Et on a pu tourner toute une scène. Alors au début c'était vraiment que les guests, donc les gens étaient plutôt spectateurs. Et ensuite c'était les scènes de masse après manger, où là tout le monde a pu participer. Donc c'est un tournage qui était beaucoup plus léger que l'an dernier, parce que l'an dernier les gens étaient fatigués, ils avaient très très chaud. Là cette année ça allait quand même beaucoup mieux. On a moins pris de coups de soleil parce que c'était beaucoup plus nuageux. D'ailleurs, c'était pas facile parce qu'il y avait tellement de nuages qui passaient, il fallait régler la luminosité des appareils toutes les 2 secondes. C'était assez compliqué à gérer pour la technique. Et Bob Lennon, Fantasio, Fred et Seb Grenier, ils ont été monumentaux. Ils nous ont fait vraiment une super scène, vraiment très rigolo. Pour moi, c'est la scène la plus drôle du final de la saison 4. Je trouve vraiment magnifique. Magnifique parce qu'en plus, ce sont des personnes qui ne tournent pas dans le FA, ils ont quand même leur propre exercice et qui n'est pas le même que le nôtre, et ils s'en sont vraiment super bien sortis, quoi. Surtout Bob Lennon, il y a quand même une présence à l'écran qui, pour quelqu'un qui ne fait pas de film amateur, j'ai trouvé assez incroyable de naturel. Qu'est-ce que j'ai rigolé de les voir faire le haka, de voir faire le pilou-pilou, c'était une super bonne idée, et puis ils se sont vraiment bien prêtés au jeu, quoi. Ils sont plutôt bons, hein, quand même. Alors dans cette saison, il y a eu beaucoup de références au rugby, à commencer dans le final avec le pilou-pilou et le haka. Donc le pilou-pilou, c'est une référence au cri de guerre de Toulon, là, le pilou-pilou. C'est très connu par les supporters du RCT. On a tenu à faire une référence à ça parce qu'on supporte beaucoup notre équipe. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le lendemain de ce tournage, il y avait la finale de Top 14, le championnat de rugby français, et le RCT était en finale. Donc on est allé voir ça sur Paris, on a profité d'être à Orléans, pas très loin. Bon, un peu déçu d'avoir perdu, hein, c'est pas passé loin. Mais bon, c'est pour l'année prochaine, là je suis confiant, le Brennus, je suis sûr qu'on l'aura l'année prochaine. Et cette année, malheureusement, je n'ai pas participé en tant qu'acteur parce que je n'étais pas dans la scène, tout simplement. Ma scène à moi se passait en transition de celle-ci, complètement autre part, avec Sparadrap, justement. Donc j'ai pu y assister en tant que, on va dire, assistant, un petit peu spectateur. Du coup, j'ai aidé Fabien au niveau de l'encadrement, parce que c'est vrai que malheureusement, ce qu'on ne sait pas, c'est que les gens, ils ont beaucoup d'enthousiasme quand ils viennent dans ce genre de rassemblement. Ils sont vraiment à 2000. Mais justement, il faut essayer de canaliser tous ces gens, déjà pour pas qu'ils soient trop fatigués en fin de journée, mais surtout pendant les prises pour éviter les brouhahas incessants, ce genre de trucs. C'est vraiment un travail, quoi. Et c'était très intéressant de bosser derrière la caméra parce que moi je suis généralement devant, donc là je pouvais voir un petit peu comment bossait Fabien, j'avais le temps de voir un petit peu comment ça se passait, mais ça a été très sympa. Les gens étaient très patients parce que c'est vrai qu'on a eu une matinée un petit peu longue parce qu'on a notamment commencé à tourner avec les guests. Comme ce sont des gens qui ont déjà leur univers, je leur laisse plus de liberté que ce que je ferais avec par exemple mes acteurs, puisqu'évidemment ce sont les personnages de Noob, donc c'est à moi de gérer le truc, même si jamais ils ont eux-mêmes leur part de liberté. Mais là, comme j'avais fait avec Marcus, j'étais beaucoup plus à l'écoute et je les ai beaucoup plus laissés apporter des suggestions, et au final ça rend très très bien. C'est un très très bon équilibre entre leur touche personnelle mais aussi évidemment le scénario, parce qu'il fallait que ça s'inscrive dans le final de saison. Donc j'en suis très content.
Pour le Pilou Pilou, donc le Pyro Pyro, parce qu'évidemment j'ai fusionné une allusion au RCT avec une allusion à Bob Lennon. Et donc on a eu le haka qui était une idée, on en avait discuté en fait au Japan Expo Bruxelles avec les deux greniers, et on avait eu cette idée de faire le haka, et bon bah voilà, ça s'est fait ensuite. On remercie le Geek Ferries qui a rendu ça possible, on remercie la communauté évidemment qui a répondu présent, mais aussi les guests. Donc franchement, un grand merci à vous tous qui regardez peut-être ce making of, et peut-être à très bientôt pour un nouveau tournage de masse. Peut-être que pour la saison 5, on va refaire du tournage de masse aussi dans le sud, parce que c'est vrai qu'on en a pas fait depuis un petit moment, depuis la saison 2. Et c'est notre fief quand même, il faut penser à tout le monde. Et ça peut être rigolo dans la saison 5 d'essayer de refaire un tournage de masse, mais pas un champ de bataille, autre chose, on va voir. Mais on va essayer de faire appel à des fans une fois de plus, parce que l'idée c'est aussi, dans certaines proportions, de faire participer tout le monde. Alors Fabien, cette première demi-journée? Alors écoute, ce fut douloureux pour mes cordes vocales parce que j'ai oublié de prendre le porte-voix cette année, et ça fait très très mal. Heureusement que j'ai mes porte-voix humains que sont Timan, Arteon, Dortos, voilà. On a fait toute la partie avec les guests, donc je suis content parce que c'était vraiment la plus-value cette année, parce que l'année dernière c'était une scène de groupe. Cette année, ce qui fait qu'on a refait le tournage, c'est qu'il y avait quelque chose de différent, c'est-à-dire les guests. Donc je pense que les fans seront contents, surtout à Japan Expo pendant l'avant-première. Les gens seront au fond de voir ce qu'ils vont voir, je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Et cet après-midi, c'est au tour des gens qui ont pu assister à la première partie du tournage de rentrer dans la scène. Et voilà, donc on va voir encore, je sais pas, 2 petites heures de tournage. Là, on a fait 2 petites heures ce matin, 2 petites heures cet après-midi, et on est bon. Donc voilà, ça sera une belle scène qui va apporter une vraie plus-value au final de saison 4. Eh bien, amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, à ce Montpellier Game, nous avons une grande spécialité du jour. Nous avons la dédicace insolite. Et quelle est la dédicace insolite du jour? C'est une dédicace sur une bassine bleue. Alors cette année, on a fait énormément de conventions. Et franchement, je crois pas me souvenir d'une seule convention qui aurait pu être un fiasco ou quoi que ce soit. C'était vraiment que des bons moments. Ça peut être dû à plusieurs choses, soit parce qu'on est super bien accueillis, comme c'est le cas la majorité des fois où on vient, soit parce que on rencontre des gens intéressants. Ça peut être d'autres créatifs, d'autres passionnés de tout horizon, mais aussi la communauté locale qui nous fait des accueils assez sympas. Alors, pour la saison 4 de Noob, on s'est quand même beaucoup éclaté à faire la série, mais on s'est également beaucoup éclaté en dehors de la série, notamment dans les conventions. Les conventions, je le répète jamais assez, c'est un moment où on peut se retrouver entre acteurs de Noob, en dehors des tournages, peut-être les seuls moments en dehors des tournages, maintenant avec les vies professionnelles où on peut un peu se retrouver. Et là, franchement, elle a été super riche en conventions cette saison 4. On est allé en Belgique, donc quand même on a réussi à s'exporter jusqu'à l'étranger. Ça m'a permis de découvrir Bruxelles, qui est vraiment une ville géniale. C'est la première fois que moi j'allais en Belgique, donc j'étais vraiment super contente. On a eu un accueil au top. Déjà, on a logé dans un hôtel de luxe, c'était mémorable. On a pris des photos partout. Ce qui est un truc qui était assez amusant aussi entre l'aéroport et l'hôtel, c'est les boutiques qui sont assez particulières. Il y avait des femmes derrière des vitres, un petit peu avec des ambiances tamisées. On s'est demandé qu'est-ce que c'était. Et après, quand on a compris, au bout de la 3e vitrine de ce type, Julien nous a très justement dit qu'il aimerait beaucoup faire du lèche-vitrine. On a eu déjà, la convention en elle-même était très sympa. On a pu découvrir que les Belges, ils sont beaucoup plus réservés que les Français. Ils sont parce que selon où on va en fait en convention, que ce soit le nord, le sud ou peu importe, dans le sud ils sont chauds bouillants, ils vont crier pour un oui, pour un non pendant les projections et tout. Dans le nord ils sont un peu plus cool et tout ça. En Belgique ils sont très polis, c'est-à-dire que quand le spectacle est terminé, ils font c'était très sympa et tout. Il y a pas de bruit et tu te dis oh non on a fait un flop, c'était nul. Mais heureusement après ils sont venus sur le stand et nous dire ah là là on a vraiment passé un moment très très sympa et tout pendant votre conférence, la projection. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a su qu'en fait, malgré l'absence d'explosion de joie, de cris ou quoi que ce soit, ils avaient passé un moment sympa en fait, et c'était réciproque évidemment. Donc voilà,
le fait d'aller voir plusieurs publics nous permet de voir plusieurs comportements et je trouve ça assez intéressant. Après bon, le festival en lui-même était vraiment cool parce que c'était pas très grand, c'était vraiment un premier festival mais c'était bien organisé. On a eu la possibilité d'aller dans un hôtel 4 étoiles mais un truc de malade quoi, franchement c'était très très sympa. Et puis c'était l'occasion aussi de rencontrer nos amis, nos cousins visiteurs du futur et puis Seb et Fred Grenier. C'était la première fois qu'on avait l'occasion de discuter parce que le soir on allait manger ensemble et on a pu découvrir la grande place de Bruxelles à cette occasion. Et on a fait tous les magasins de chocolat, on a ramené plein de trucs dans nos valises. On a également pu tester les fameuses moules frites et puis la bière Cric, surtout Julien, hein, et puis aussi les gaufres, voilà. Et j'espère qu'on y retournera d'ailleurs, normalement d'ailleurs, on y retournera au courant de la saison 5, mais pas à la même occasion, à l'occasion de... je crois que ça s'appelle Troll et Légendes, c'est à Mons je crois. Donc voilà, c'est pas très loin de Bruxelles. Et on a une délégation qui ira donc amis belges, nous reviendrons vous voir très certainement cette année si jamais l'événement n'est pas annulé, s'il n'y a pas de catastrophe, on ne sait jamais. Sinon on a aussi pu visiter des villes dans lesquelles on n'était jamais allé, notamment Lyon. 2 fois d'ailleurs, l'occasion de Japan Touch et Lyon Geek Show, c'était 2 événements très sympas. Il y avait Grenier et nous à côté encore, donc les deux faisaient qu'il y avait une file énorme. Et la salle n'était pas faite pour accueillir une telle file. Donc il y avait tellement de monde que ça compressait. Et au fur et à mesure, il y avait les tables qui reculaient. Et notre stand, il était de plus en plus petit. Donc à chaque fois, on essayait de repousser pour gagner de la place. Mais c'était la galère. D'ailleurs, les orgas ont failli appeler la police ou les gendarmes, je sais plus. À un moment, ils y pensaient parce qu'ils ont dit on va avoir une émeute ou je sais pas quoi. Il y a trop de monde, c'est dangereux avec toute cette foule, quoi. Les gens me reprochent d'être un petit peu machiste sur les bords. En même temps, quand je vais en convention, des femmes m'amènent ceci. Alors excusez-moi, hein, moi, une bassine ça sert à faire la vaisselle, ça sert à faire la cuisine, non pas la cuisine, que je raconte, ça sert à laver le linge. On a eu Saint-Étienne, on a eu Japan Expo Sud, Mangazur, il y a eu beaucoup de conventions comme toujours. À chaque fois c'est des super accueils, c'est des conférences. Moi franchement je m'amuse beaucoup en conférence, j'aime bien le côté questions-réponses au public, tout simplement parce que par mail c'est pas possible de gérer, je peux pas. Par mail, il y a trop de messages, ça me prendrait trop de temps d'y répondre par écrit. Les conférences, c'est vraiment l'occasion de rattraper justement ces mails, et d'avoir des gens qui sont là, qui me posent des questions et ça me permet de leur répondre en live. Déjà c'est plus convivial et puis de 2 donc c'est beaucoup plus sympa. Donc ouais, les conférences c'est toujours des moments que j'apprécie beaucoup, mais aussi les projections d'épisodes en inédit parce que à chaque fois on essaye de proposer quelque chose d'inédit quand on peut évidemment, quand le planning correspond, en remerciement justement à l'invitation de toutes ces personnes. Après la bassine, nous avons un nouvel objet insolite à dédicacer, les lunettes. Les conventions cette année, j'en ai pas fait beaucoup. Déjà, je retiendrai aussi Angoulême. Parce que c'est toujours sympa de venir à Angoulême, même si c'est pas au niveau de la web série en elle-même, mais par rapport à la BD, on est toujours bien invité. C'est bien sympathique de voir les auteurs de BD, tout ça. Un gros événement qui nous a marqué tous, que ce soit les acteurs ou l'équipe de la BD, c'est la soirée qu'on a eue à Angoulême, puisque les éditions Soleil avaient fait vraiment un truc de fou. Ils nous avaient réservé une salle de cinéma à Angoulême. Et alors la soirée, c'était la nuit noob, 6 heures quand même. Elle durait 6 heures. On a eu 3 heures donc en live avec les gens, on a pu discuter, on a pu faire un système de questions-réponses avec les gens, avec notre actualité, notre façon de travailler, le processus et les passerelles entre la web-série et la bande dessinée, mais aussi le roman. Donc vraiment tout l'aspect cross-média, on a pu expliquer tout ça. On a eu aussi la possibilité de faire monter des gens du public pour leur montrer comment ça se passait un tournage en temps réel. Alors ça c'était complètement improvisé, c'était du grand n'importe quoi, mais on a bien rigolé pendant cette conférence. Les amis, regardez qui est-ce que j'ai rencontré. Elle s'appelle Et là, je me baladais, j'étais en train de chercher des smabies un peu partout, et j'ai trouvé le sein, j'ai l'impression que c'est un son. C'est tout de même dingue. C'est à croire que ces mécréants n'ont pas compris que nous devions absolument remplir la quête du Quito de Delcorus. Oh, je m'en peux plus d'attendre cette maintenant. Mon ami, mais regarde-les, une bande incapable.
Il n'y a vraiment pas d'autre mot pour les décrire. Dépêchez-vous, vous voulez donc pas passer niveau 100 un jour, peut-être? Et puis après il y a eu la projection c'était la saison 3 complète, je m'embrouille, je ne sais plus où on en est. Et c'était la saison 3 complète et tout le début de la saison 4 et c'est quand même impressionnant de voir Noob sur un écran de ciné, quoi. Ça fait drôle. Alors d'autant que ça fait déjà ça fait très drôle, mais il faut savoir que nous on avait eu dans la série les anecdotes qui ne servent à rien, nous avions tous eu une très grosse journée ce jour-là et nous avions juste une toute petite fenêtre pour aller manger, et donc pendant que les gens ont regardé la diffusion, nous sommes partis en catimini manger, donc les acteurs et nous, et quand nous sommes revenus, puisque nous voulions dire au revoir et merci à tout le monde, on s'est retrouvés avec un cinéma fermé devant nous, et c'est-à-dire que la première chose qu'on a dit tous, c'est « mais c'est nous qui le faisons, ouvrez la porte !» Fred? Oui? Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens de cette planète? Bien écoutez, c'est simple, on avait l'immense chance à Angoulême de présenter la saison 3 et saison 4 dans un cinéma. C'était énorme, donc on a fait une conférence. Dès que les épisodes ont commencé, nous sommes allés manger avec Monsieur Delcourt en fait. Et là nous revenons pour le final, mais tout est fermé. Les gens sont à l'intérieur et on ne peut pas ouvrir. J'ai une technique, on a encore John, on peut le balancer pour péter la vitre. S'il vous plaît, c'est Guy Delcourt qui nous envoie. C'est le FBI de Delcourt. Regardez ce qui arrive, c'est la clé. Fabien, regarde, il vit dans la rue maintenant. Et donc ça a été assez drôle, puisque on s'est dit non mais qu'est-ce qu'on va faire, les gens ils vont nous voir à la sortie comme ça, posés n'importe comment. Et donc on s'est retrouvés pour la petite histoire à appeler absolument à une heure indue la personne qui s'occupe de nous chez Soleil en lui disant « S'il te plaît, personne ne nous ouvre la porte, nous sommes tristes et dehors à présent. » Je crois que c'était quelqu'un qui sortait des WC, qui nous a vus et qui finalement venu nous ouvrir, quoi. Mais c'était notre propre soirée, en fait on était à l'extérieur comme des manouches à attendre sur le trottoir. C'était ridicule, mais à la fois c'était mort de rire, quoi. Mais ensuite, comme nous ne perdons jamais notre panache, nous sommes rentrés dans la salle en faisant genre « Mais nous étions toujours là, nous n'étions pas dehors à avoir froid. » Et donc quand on est rentré, on s'est dit bon bah ils ont fermé en fait, ils sont tous barrés, il n'y a plus personne quoi. Et en fait non, il y avait encore tout le monde qui était là et quand le dernier épisode a été projeté, quand la lumière s'est allumée et qu'ils ont vu qu'on était là, ils ont tous applaudi. C'était la plus belle des récompenses, se dire que c'est une soirée. Là, en plus c'était payant parce que évidemment Soleil a loué le cinéma, mais justement il fallait une petite participation parce que sinon ça aurait pas été possible, et donc toutes les personnes qui étaient là ont payé leur place. Alors c'était pas très cher, mais bon quand même il fallait que la prestation soit à la hauteur. Et les gens à la fin, déjà la salle était pleine et ils nous ont applaudi et ils nous ont remerciés. Et puis alors franchement ça fait partie de ces souvenirs assez inoubliables, et se dire je me suis vu sur écran géant. Noob est passé au cinéma et Noob est passé, il a fait salle comble et les gens avaient l'air contents, donc franchement ça fait partie de ces souvenirs inoubliables. Et merci aux éditions Soleil, parce que Angoulême c'est pas forcément l'endroit où on pense que Noob pourrait toucher les gens. C'est le festival de la BD franco-belge. Alors certes Noob est édité en bande dessinée, mais à la base Noob ça fait partie d'une web-série, une web-série sur les MMORPG. Est-ce que ça c'était pas gagné et le fait que ça ait pu être fait, franchement je suis vraiment très 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 content. Angoulême c'était vraiment un truc super sympa, que ce soit pour les dédicaces ou pour cette soirée, et vraiment on s'est bien éclaté. Je dois dire, je dois même d'ailleurs faire remarquer une chose, c'est qu'il y avait tellement de gens pour la dédicace que moi-même à un moment j'ai dû descendre à aller voir les gens et leur demander de se mettre dans l'ordre, en leur disant non mais mettez-vous dans l'ordre parce qu'on n'y arrive plus. Mais c'était très fun. Alors cette année encore, mes conventions préférées, ça aura été Toulouse Game Show et Toulouse Game Show Onami. Comme d'habitude, il y a toujours une pléiade d'invités. On a eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer l'acteur de Ghostbusters, l'homme à la cigarette de X-Files. Et au Toulouse Game Show Onami, il y avait aussi l'actrice de Battlestar Galactica, également le père de Carter dans Stargate SG1, des acteurs de Stargate Atlantis. Donc on a pu prendre des photos avec eux et tout. Je suis assez fan de la série, donc j'étais content. On a même vu le gros gâteau Stargate avec la porte des étoiles. C'était bien classe.
On a même pu le manger d'ailleurs. J'ai pu rencontrer l'homme à la cigarette de X-Files, j'étais vraiment content. Il y avait aussi le Black dans Ghostbusters aussi, ça faisait très bizarre de le voir en vrai. Et puis des acteurs de Stargate, de Battlestar Galactica, ils ont toujours des invités, je sais pas comment ils font, mais ils ont des invités vraiment qu'on voit pas à tous les festivals. Et puis voilà, comme d'habitude, les Toulousains, très très sympas, on rigole bien, on aime bien se vanner aussi, parce qu'évidemment, nous sommes supporters du RCT et eux, évidemment, du Stade Toulousain. Et donc, bravo, vous avez gagné la finale du Top 14 cette année, mais nous nous vengerons. Donc ouais, vraiment, Toulouse, il y a un lien, il y a quelque chose. L'équipe de Noob adore aller là-bas. Et puis on a pu, à chaque fois on peut voir tous les autres guests et on passe un très bon moment avec la Flanders Company en général. Quand ils sont là, on sait qu'on va se faire des restos, qu'on va discuter, qu'on va déconner. Marcus, Grenier, Lennon... puis alors Eric Legrand et Brigitte Lecordier aussi, donc le doubleur de Vegeta et la doubleuse de Sangohan notamment. Et alors là, évidemment, ce sont des gens qui sont très très sympas et que vous pourriez peut-être voir apparaître dans Noob saison 5, mais je n'en dis pas plus. À l'occasion du TGS 2011, on a également pu projeter la bande-annonce du RPG 3D. Toute l'équipe attendait ça avec impatience, puisqu'en fait, on était au courant quasiment de rien. Et on a découvert d'ailleurs les premiers pas de Omegazelle modélisés en 3D. D'ailleurs, j'étais assez déçue qu'ils aient choisi Omegazelle. Je refuse de jouer à ce jeu tant que mon personnage ne sera pas mis en petits pixels. C'était géant, j'ai vraiment surkiffé cette convention. Bon, je me suis fait écrire sur le crâne le dernier jour. Ils s'y sont mis à 6, mais ça se paiera. Vous m'avez libéré. Bon, alors Japan Expo c'était un petit peu particulier parce que Japan Expo en fait j'y étais sans y être quelque part. C'était un paradoxe de l'axe Z. En fait j'y étais mais pour mon boulot. Et donc du coup j'étais très très occupé, j'étais en gestion de stand. Mais alors ce qui a fait plaisir, parce que les journées de Japan Expo quand on tient un stand c'est plutôt velu quelque part, c'est qu'on s'est retrouvé le soir au dernier bar avant la fin du monde. Et c'était vraiment super sympa, on s'est retrouvés entre nous, on a vu des fans un petit peu. Et puis je me suis amusé à jouer à Batman sur le trottoir et ça n'a choqué personne. Quelque part ça c'est fantastique. Quand on a eu la diffusion du final de la saison 4, c'est impressionnant parce que quand il y a eu le combat entre Zell et Gaïa, à chaque coup qui était fait par l'un des deux personnages, il y avait toute cette foule derrière nous qui faisait des ouais ou des ou des bouts, et c'est quelque chose, c'est impressionnant vraiment. Mais voilà, c'est toujours un grand moment d'émotion d'avoir toute cette foule amassée devant nous qui attend de voir le final, qui a la bave aux lèvres, parce que justement ça fait souvent un mois ou peut-être un petit peu plus d'un mois qu'elle l'attend, quoi, et de voir les réactions du public en direct, donc c'est toujours très sympa. Le seul point noir cette année malheureusement, c'est que la salle étant trop petite, on a beaucoup de personnes qui se sont plaintes d'être restées à l'extérieur. Malheureusement, bon, on a essayé de contenter un maximum de personnes, mais ça c'est des problèmes qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, parce que là c'est carrément le staff de Japan Expo qui a prévu cette taille de salle. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Moi j'ai eu quelques messages assez négatifs là-dessus, mais bon, comme je leur disais, malheureusement nous on n'y peut rien, on est juste entre guillemets dépendant des moyens qu'on met à notre disposition. C'était bien et pas bien en même temps, parce que c'était on avait un peu plus, on voyait un peu mieux les réactions, la diffusion était un peu, on entendait mieux, on voyait mieux quoi. Mais c'était moins bien parce qu'ils ont refusé beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient la queue depuis 3 heures, et en fait ils ont pu faire rentrer que ceux qui étaient déjà dans la salle, donc les 3/4 de la queue qui étaient dehors en train d'attendre, au revoir, pas rentrer. C'est le problème, mais c'est dommage quoi. J'espère que l'an prochain ils feront une salle ouverte, ça sera plus pratique et ça permettra à tout le monde de voir le final ou les épisodes qui seront en diffusion. On a eu énormément de fans qui sont venus. La conférence, ça a été un truc de fou. Je me rappelle la projection du final de la saison 4 devant tous les fans, avec les gens qui criaient pendant le combat entre Zell et Gaïa, qui applaudissaient, qui étaient déçus que ce soit l'un ou l'autre qui gagne. Enfin bon, c'était vraiment un truc de fou. Et pour finir, une petite anecdote, c'est que Jésus est fan de Noob. Parce qu'on a eu un cosplayer déguisé en Jésus qui est venu aux dédicaces de Noob et qui distribuait des petits pains au chocolat, et rien que pour ça, c'est ultime.
Comme toujours, ça a été la folie, ça hurlait, il y avait du monde et tout, mais on était un peu déçus parce que il y avait la salle qui cette fois-ci était close et elle était pas très très grande. Alors oui, il y avait du monde, mais il y avait 2 fois l'équivalent de la salle qui était dehors derrière les rideaux et ça nous a un peu gâché la fête parce qu'on se disait tous ces gens là ils ont peut-être fait la queue depuis des heures et ils pourront pas rentrer, ils pourront pas voir le final, alors que l'an dernier il y en avait peut-être qui étaient très loin mais tout le monde a pu voir le final parce que ça s'étendait il y a perte de vue puisqu'évidemment nous étions dans une salle qui n'était pas cloisonnée. Donc ça a été la petite déception, c'est que pour cet épisode final là il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu partager ce moment là avec nous. On reste quand même une bande d'amateurs, donc des fois on n'est pas hyper organisé. Alors merci de... Oui c'est vrai, Iñakistos qui organise et mon respect éternel à Mathieu. Donc cette année pour le Japan Expo, c'était comme d'habitude, j'ai apporté mon aide, mais c'était un peu spécial cette année puisque j'étais en stage avec Olydri Studio. Donc je me suis un peu plus impliqué peut-être aussi. Et on a vraiment eu j'étais content de mon organisation, ça s'est très bien passé. Une semaine avant, j'ai préparé les plannings pour les acteurs en fonction des demandes, de dédicaces des différents stands ou des horaires fixés par le Japan Expo qui d'ailleurs nous ont tout changé une semaine avant, une fois que j'avais fini les plannings, donc j'ai dû tout recommencer. Et une fois sur place, pareil, ça s'est très bien passé. On a eu le droit cette année à une file organisée d'attente là avec les barrières. Donc c'était pas plus mal, ça permettait de mieux gérer et c'était plus fluide. Et puis ça permettait aussi de couper la file, c'est-à-dire que comme on faisait beaucoup bouger les acteurs, des fois il fallait faire couper la file pour pas que ceux qui font la queue arrivent au bout et les acteurs soient déjà partis. Donc on coupait au bon moment pour que ça soit qu'il y ait le dernier passe au moment où les acteurs ont changé de stand. Et au moins ils partaient pas sans leur dédicace s'ils avaient pas fait la queue pour rien. Donc ouais, et puis ensuite, évidemment, on a eu la sortie de la variante cover de la BD6 aux éditions Soleil. On a fait des dédicaces, des interviews. On a vraiment l'impression d'être des stars là-bas. Ça qui est rigolo, c'est qu'on fait des interviews comme les stars, on fait des dédicaces comme les stars, on a le droit à des conférences comme les stars, alors que voilà quoi, en dehors de ce festival-là, on est personne. On est juste des idiots qui faisons les abrutis devant une caméra. Mais dans ces événements-là, il y a ce côté mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on nous prend en photo et tout ? On n'est toujours pas blasé. Ça fait 4 ans qu'on fait ça, on n'est toujours pas blasé parce que je peux vous le dire, à la fin des festivals, avec l'équipe, on est toujours là en train de se dire non mais vous imaginez un petit peu là ce qu'on a vécu. Vous avez vu ces photos, vous avez vu dans les making-of et tout ça, il y a des files d'attente des fois de 2 heures. Je sais pas combien de temps ça durera, mais comme je dis tout le temps, profitez-en les gars, profitez-en à fond, amusez-vous, ne prenez pas la grosse tête, restez simple, discutez, mais vivez votre passion à fond, il faut tous qu'on vive notre passion à fond, parce que des moments comme ça, on n'en aura pas toute notre vie, et je pense que plus tard, quand tout ça n'existera plus, on se rappellera toujours et ça nous donnera la pêche de se dire j'ai vécu ça, voilà, et moi en tout cas, je suis très fier en tant qu'auteur et que réalisateur de permettre à mes potes, mes amis de vivre tout ça. Donc voilà, merci parce que sans vous on ressentirait pas ces choses-là. Et le fait que voilà, la communauté soit toujours à fond derrière nous, ça nous pousse à nous surpasser, à faire des nouveaux épisodes, des nouvelles séries, des BD, des romans, etc. Enfin moi en tout cas en tant qu'auteur, tout ce que j'adore faire, je le fais. Et le fait d'avoir ces retours-là, ça me motive à faire ça à un rythme qui est bien supérieur à celui que j'aurais si jamais évidemment je faisais ça tout seul. Je suis la foudre des ténèbres. On a fait le Japan Event à Saint-Étienne, qui était aussi, on a été super bien accueillis. Il y avait Marcus, c'était une très très bonne commande. Alors écoutez, vous voulez de l'anecdote ? Je vais vous en donner une. Je sais pas, si Fabien est au courant de cette anecdote. Vous allez avoir une anecdote de Lousas. Je l'ai dit parce que je n'ai pas honte. Je vous regarde. Il faut savoir que quand nous sommes allés à Saint-Étienne, en arrivant à Saint-Étienne le soir, nous avons décidé de nous arrêter dans le centre-ville pour manger. On s'est dit on va se faire un resto, on a faim, on va y aller. Donc nous nous arrêtons dans le centre-ville, nous garons la voiture, il était 8h30 je crois, vers là 9h, et nous partons. À 10h30 on revient, on marche tranquille, et là on se rend compte que nous n'avons plus de voiture. Et là ce fut le drame.
En fait, on nous avait enlevé la voiture. D'ailleurs, c'est la seule fois que ça nous est arrivé. Là où c'était encore plus le drame, c'est qu'on était juste à côté d'un panneau où il y avait écrit vidéosurveillance et voilà, passage de fourrière. Ensuite, on a aussi fait la Bretagne. La Bretagne, ça a changé. On n'était jamais allé aussi loin à l'ouest en France. Donc, pour le coup, on était vraiment à l'extrémité avec Brest. Et on a passé un bon moment aussi. Dommage qu'il ait fait beau. Parce que les organes nous disaient c'est pas bien qu'il fasse beau. Il n'y a personne qui vient. Donc, ils ont eu pas autant de monde qu'espéré à cause du beau temps. Parce que les gens là-bas en ont tellement peu souvent qu'apparemment, ils en ont profité du week-end où il faisait super beau. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Faut qu'il fasse mauvais temps l'année prochaine si on est réinvité. Alors voilà, nous sommes actuellement au Montpellier In-Game. C'est ton fief d'ailleurs, puisque tu habites juste à côté. Et donc nous découvrons cette convention. Alors pour l'instant, Bastien, toi qui as une vue globale, qu'est-ce que tu penses de l'affluence? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Je pense que pour un premier jour on est pas mal, il y a pas mal de monde, voire un peu beaucoup. Les organisateurs semblent être dépassés au niveau des dédicaces, donc c'est bien, je pense que c'est pas mal. Pour une première édition web-série, on est pas mal je trouve. Donc voilà, nous avons Omegazel, une star. Alors attention, bonjour monsieur Omegazel. Bonjour. Alors voilà, donc alors le Montpellier In-Game nous a fait une affiche, mais de malade, un truc qui fait vraiment, enfin, je pense que 5 mètres de long. Et on aura le droit de repartir avec après. Donc si, Tu la prends pour chez toi? Bah je la prends pour les autres stands. Donc ça veut dire que si on a un beau stand sur les futures conventions où vous nous verrez, ça sera grâce au Montpellier In-Game. Et ça c'est beau. Sinon, cette convention... Beau, il y a quand même ça qu'il va falloir retoucher. D'ailleurs, je me propose dès maintenant de commencer un petit peu... Non. Gaïa qui a essayé de défoncer. Donc voilà, cette demoiselle est toujours aussi méchante avec toi. Donc voilà, tout ça pour dire que le Montpellier In-Game se passe très très bien. Demain nous aurons une conférence... Beaucoup de monde, tu peux filmer le monde. Là. Voilà, ils attendent qu'on vienne dédicacer, ils sont en train de nous maudire. Voilà, donc évidemment si on leur demande pas ils ne font rien. Parce qu'ils sont payés, on les paye pour faire ça. Alors Bastien, tu as fait le vigile tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, donc en fait vous avez une petite affluence au niveau de la zone photographie qui a été mise à disposition. Elle n'est pas le chemin sur le côté droit de la file qui s'est terminé par... Sanctionné monsieur, par une réprimande. Alors là nous avons quand même donc l'accent du sud, plutôt côté Marseille, donc sud-est, et l'accent du sud-ouest, plutôt côté Narbonne, côté Toulouse. L'homme neutre. Et moi voilà, moi je n'ai absolument aucun accent. Et donc voilà, alors Bastien que vous allez voir dans la saison 5 de Noob, parce que c'est Ricardo, mais vous le voyez déjà dans la BD7, vous ne pourrez pas le louper, regardez bien comment il est, et regardez la BD7, vous verrez. Voilà. Alors personnellement, ce qui m'a toujours un peu vraiment impressionné dans la convention, c'est le monde. Il y a toujours un monde de fous et un monde de gens qui sont vraiment à fond dedans, qui connaissent tout, limite mieux que nous. Et c'est toujours très très impressionnant. L'autre revers du fait d'avoir beaucoup de monde, c'est que dans ces conventions-là, on ne peut pas passer beaucoup de temps avec les gens. On peut pas discuter avec, on peut pas mieux les connaître. On est vraiment... il y a un côté, je dirais presque un peu à la chaîne, qui est pas forcément plaisant. Alors que dans des petites conventions, on peut passer un peu de temps avec, on peut rigoler avec, on peut faire des photos avec, ce qui est quand même beaucoup plus plaisant. Donc c'est vrai que voilà, il y a des petits inconvénients, mais d'un côté, voilà, c'est des gens qui ont voulu venir nous voir et on essaie quand même de profiter au maximum, de pouvoir échanger un petit mot avec chacun d'entre vous. Hein. Mais c'est pas toujours évident selon les contextes. Là où il y a des petites conventions, peut-être comme les Geek Fairies, où là il y a une autre ambiance très très familiale. Et on est vraiment ravis que vous soyez là pour ça. C'est vraiment l'occasion quoi. Nous on a quand même un gros avantage, c'est que comme on est des personnages secondaires, quand on va dans des grandes conventions, on peut aller d'un point A à un point B relativement facilement. Là où, pour avoir fait le trajet des fois avec Zell ou avec Sparadra, où ils sont arrêtés toutes les 3 minutes, c'est un truc qui est assez affolant. C'est que pour faire 30 mètres, il leur faut 20 minutes. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que nous, on a la chance de moins avoir cette pression-là et de pouvoir, je dirais, être un peu plus disponible vu qu'il y a moins de monde et on peut un peu plus rigoler.
Alors pour le Geek Ferries de cette année, malheureusement j'ai pas pu être là le jour du tournage puisque c'était un vendredi et je travaille ce jour-là. Mais bon, je suis venue quand même le week-end et on a pu participer à un jeu de rôle jeu de rôle papier avec John Lang en maître du jeu. John Lang lui-même, alors c'est quand même quelque chose. Moi qui connaissais pas du tout le jeu de rôle papier, qui est complètement une novice, bon bah il a été obligé de nous expliquer comment ça fonctionnait. Mais il a été très pédagogue parce que pour le coup moi j'y connaissais rien du tout et donc il nous a vachement aiguillés, nous a expliqué voilà toutes les règles et puis il a essayé de faire en sorte que nos personnages coïncide un petit peu aussi avec son univers à lui déjà de Nalbuck. Donc il y a eu un travail déjà au départ avant même qu'on arrive. Et puis alors il avait réservé une salle pour qu'on soit tous bien en condition, avec interdiction aux fans de venir nous déranger pour des autographes et tout ça. Donc il y avait vraiment genre le maître de cérémonie derrière sa partition et c'était super sympa. Il a animé ça avec brio comme toujours. Ah, le fameux jeu de rôle avec John Lang, que dire, si ce n'est que, bon, bah voilà, comme je lui ai dit à lui, comme je l'ai dit à JBX notamment, c'est vraiment un rêve de gosse qui vient de se réaliser, parce que moi, Nalbuck, c'est un petit peu ce qui m'a aiguillé sur tout le reste, à savoir les jeux de rôle, les GN, finalement le film amateur, et maintenant Noob, etc. Donc du coup, c'est un petit peu le début de tout ça, et donc oui, vraiment, quand on m'a dit, bah voilà, tu vas faire une partie de jeu de rôle avec John Lang, je suis resté un peu bête, et pendant toute la partie, je n'ai pas pu décrocher mon regard parce que c'était vraiment génial quoi. Moi j'avais 14 ans quand j'ai découvert ça et c'était la voix qui m'a bercé pendant mon adolescence qui me faisait jouer à des jeux de rôle, donc c'était vraiment énorme. J'ai passé une super soirée, d'ailleurs je remercie encore John. Et voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de continuer cette partie car la partie n'est pas terminée. Et donc oui, Gaïa, fidèle à elle-même, a été abominable, exécrable, a été détestable, a essayé de se barrer dès le début de l'aventure en nous laissant dans le noir parce que c'était la seule qui avait de quoi faire de la lumière. À côté de ça, elle a essayé elle s'est retrouvée dans la merde, donc c'est nous qui avons couru après pour la sauver. Elle balance un sort, c'est moi qui me fais rallonger les bras. Non mais ça n'a pas arrêté. Du A à Z, elle nous a cassé les noix et du coup on a failli ne pas réussir à sortir de la première salle, juste à cause de ça quoi. Parce que ce qui était marrant, c'était d'incarner justement nos propres personnages dans un jeu de rôle qui se passait en terre de fang. Alors là, je encore un mot, je te lance une attaque sur toi. Toi, tu peux pas le guérir de sa mutation parce que t'as pas le niveau. Mais c'est permanent. Oui. Mais au moins, tu peux te gratter les pieds sans avoir à te baisser. Sans déconner, c'est vraiment permanent. C'est permanent, sauf si tu trouves quelqu'un qui a le niveau pour que ça soit plus permanent. Moi, j'ai pas le niveau. De quoi je vais avoir l'air maintenant? Pas de monstre, on en a Seigneur. T'es notre quota. Fais voir ta dague. Est-ce que tu veux que je rapièce un peu tout ça? Ne me tente pas. Alors c'est vrai qu'on nous voit un peu moins dans la saison 4 parce qu'il y avait moins besoin de nos personnages déjà, et puis parce que nous, notre activité première, ça reste encore et toujours de dessiner et de mettre en couleur la bande dessinée de Noob, et que durant la saison 4, on a fait le tome 6, le tome 7, et je me demande si on n'était pas aussi encore à cheval sur le tome 5, enfin bon, voilà. Et donc c'est vrai qu'on a eu encore une grosse saison chargée en sortie BD, en actu BD, surtout qu'on dans la bande dessinée, on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet avec, dans le tome 6, on a l'apparition de l'ordre, le tome 7, ça va être encore des trucs très très graves, je peux pas trop en parler pour le moment parce que je veux juste teaser, et on commence vraiment à arriver dans les gros events de Noob. Et d'ailleurs, au niveau event, à côté de la BD, on avait eu à Japan Expo en juillet 2012, on avait eu le tome spécial, l'édition spéciale du tome 6. Et c'est vrai que d'ailleurs pour parler de la BD, une chose qui est quand même pour nous importante, et pour nous j'entends tous les trois qui travaillons sur la BD, c'est-à-dire avec nous deux et Fabien, c'est de vous remercier, vous qui venez nous voir en convention, parce que déjà on a toujours du monde. Alors oui, ça nous fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Il y a des gens qui extrêmement gentiment viennent avec des cadeaux, etc. D'autres qui sont capables de faire la queue 2 heures et tout, donc c'est vraiment extrêmement gentil. Et c'est vrai que ce tome-là, c'était assez rigolo, le tome spécial, puisque voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui ont ce tome spécial, vous avez une couverture qui
au départ, devait être la véritable couverture. Et finalement, avec Soleil, on a décidé de les inverser. Donc si vous avez la couverture avec Tenshirok et Omega Zell, effectivement, vous avez la couverture spéciale, mais au départ, ça aurait dû être la couverture normale. D'ailleurs, la petite anecdote délire, c'est que si vous avez le tome 6 de la BD, je vous encourage à l'acheter d'ailleurs, à un moment, il y a Couette qui fait référence, au milieu de l'album, elle fait référence à un événement qui se passe au tout début de l'album. Et il y a Omega Zell dans le fond qui est en train de lire la BD en question. Et on voit la couverture qui tient en petit, et c'est la couverture donc de l'édition variante, puisqu'au début, ça devait être l'édition régulière. Alors pour terminer les making-of en général, j'aime bien demander aux acteurs ce qu'ils attendent de la prochaine saison. Donc je vais déjà vous laisser écouter leurs réponses. J'aimerais qu'il y ait autant de jeux de comédie, enfin toujours ce rapport en fait avec d'autres personnes, en fait être en conflit avec quelqu'un, pourvu que je sois en conflit avec quelqu'un. Les duels, oui, ça me plairait, voilà, comme dans la fin de Lost Level, avoir un duel avec l'un des personnages. Et que mon personnage soit mis en difficulté, parce que je trouve que c'est intéressant quand un personnage est mis en difficulté, n'est pas toujours... ça avait déjà un petit peu commencé dans la saison 4, puisque justement Saphir se retrouve toute seule avec le reste du groupe qui est pour accueillir Omega Zell, et où elle se retrouve seule. Donc j'aimerais qu'il y ait ce côté-là qui continue, qu'on soit pas tout le temps à l'écouter, tout le temps à avoir peur quand même, parce que je veux à tout prix qu'on ait peur de moi, mais quand même qu'il y ait cette difficulté. Voilà, donc à la saison 5. Moi, mes attentes pour la saison 5, c'est simple. Déjà, le combat entre Arteon et Sparadrap, j'attends beaucoup, vraiment, parce que ça me tient à cœur. Et puis aussi ressentir tout ce qui pourrait, enfin, avoir une saison finale épique. Une saison finale épique, vraiment, que l'on s'amuse, peut-être pas pour la dernière fois, certainement pas, mais que l'on s'amuse vraiment beaucoup pour cette saison, avec l'intervention de tout le monde, encore des guests, certainement, j'aimerais bien, ouais, ça serait sympa. Ouais, j'attends un dénouement, en fait, sur la saison 5, vraiment un gros dénouement, parce que comme la plupart, je pense, je suis resté sur ma fin, sur la saison 4, sur le final de la saison 4. Je suis vraiment resté sur ma fin, sur le final. Voilà, j'ai autant envie que vous de voir la suite. Mes attentes pour la saison 5, Fabien, si tu m'écoutes, je veux être très très fort. Moi aussi, je veux être un personnage cheaté. Déjà, j'ai une grosse épée, mais je veux tous leur casser la gueule. Et t'as pas intérêt à faire gagner Sparadrap, sinon je quitte cette série. Oui. Donc oui, pour être plus sérieux, mes attentes, c'est quoi? C'est la continuité de la quête d'Arteon, voir un petit peu ce que ça va donner, parce que j'ai quelques bribes du scénario, mais je ne sais pas tout. Notamment, on m'a parlé un petit peu de ce qui se passait dans le roman, donc j'en ai une vague idée. Mais c'est vrai que j'ai envie de continuer dans cette voie, voir jusqu'à où Arteon peut devenir méchant, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va se calmer à un moment ou un autre, ou il va continuer dans sa quête de vengeance. Voilà, je suis vraiment excité et impatient de savoir ce qui va lui arriver à ce personnage, parce qu'au bout de presque 5 années à le jouer, c'est vrai moi je m'y suis beaucoup attaché, je suis attaché aussi aux autres personnages, mais là c'est un petit peu narcissique, mais c'est mon perso, c'est moi qui l'incarne. Quelque part t'as envie de te dire ouais, je vais être trop fort, je vais tous les défoncer, je vais enfin avoir ma vengeance. Pendant 4 saisons on est des boulets, on traîne ça au bout des pieds, et là je trouve l'arme la plus puissante du jeu. Je me dis putain, avec ça, si j'arrive pas à roxer, c'est que vraiment le personnage il est nul, quoi. Donc là j'ai vraiment envie de voir ce que me réserve Fabien. Moi je souhaiterais pour la saison 5 une scène un peu plus triste entre Sparadrap et Golgotha, un truc un peu épique, ça serait sympa aussi. Voilà, un peu dans le même genre que la fin de la saison 4. Voilà. Tout ça parce qu'elle a pleuré à la fin de la saison 4. Une fin en apothéose avec des combats partout, des combats épiques, etc. J'ai hâte de voir ça en tout cas. J'espère voir des combats de personnages au niveau. J'espère qu'on aura l'occasion de faire tourner Fabien dans un combat contre Spectre, Yamaras, avec une équipe technique qui puisse assurer sans sa présence derrière la caméra. Voilà, c'est une de mes plus grosses attentes. J'espère qu'on va voir les persos HL se battre, un bon fight avec la guilde de justice, un bon fight avec la guilde de Roxor. Enfin voilà, ça fait ce qui manquait un petit peu peut-être dans la fin de la saison 4. Pour la saison 5, j'attends de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une saison qui va faire 28 heures à peu près, vu tout ce qu'il y a à caler dedans. Mais bon, je sais que Fabien il passera sa vie quelque part. Mais c'est pour ça qu'il est né. Alors, ce que je peux vous dire sur la saison 5, déjà, c'est que ce sera la saison la plus épique
qui soit, ça sera l'aboutissement des intrigues, des destins des personnages, il va y avoir des combats, il va y avoir des poses bien classe, des scènes assez épiques. Donc voilà, c'est la saison qui est placée sous le signe de l'épique, voilà, et peut-être aussi l'aboutissement de la psychologie de certains personnages. Donc ça sera une saison assez haute en intensité. Ce que je peux vous annoncer également, donc ça sera officiel, c'est que ce n'est pas la dernière saison de Noob. Il y a un premier cycle de 5 saisons. Sauf que, au fur et à mesure que je fais le scénario, je mets de côté des idées, des éléments. Et là, pour finir les intrigues, j'ai mis de côté un nombre incalculable de nouveaux gags, de nouvelles idées, etc. Je suis pas prêt du tout à arrêter Noob aujourd'hui, j'en ai pas envie, donc j'ai plein d'idées, donc je vois pas pourquoi j'arrêterai. Sauf que je ne me relancerai pas dans un deuxième cycle de 5 saisons. Non, le premier cycle de 5 saisons, il a été pensé en 2008. En 2008, je savais où j'allais jusqu'au bout. Maintenant, je sais où je vais, mais je n'ai pas envie, voilà, d'imposer à mon équipe 5 saisons. Donc je vais faire saison par saison et on va voir un petit peu comment ça se passe. La suite donc de Noob s'appellera Noob Reroll. Pourquoi Reroll? Tout simplement pour faire comme Naruto Shippuden, comme Dragon Ball Z. Voilà, Senseiya Last Canvas, pour signifier une autre époque, tout simplement. J'ai mis une nouvelle particule. Je peux pas vous en dire beaucoup sur ce Noob Reroll. On verra les personnages niveau 100, mais aussi évidemment les rerolls. Ça sera pas axé que sur les rerolls, rassurez-vous. Il y aura peut-être certains acteurs qui vont quitter la série, parce que aujourd'hui je vous parle en mon âme et conscience, mais je n'impose à personne de tourner. Donc peut-être que certains acteurs vont me dire bon bah ça fait 5 ans, j'arrête Noob pour me consacrer à d'autres licences, ou pour arrêter tout simplement de jouer. Je ne sais pas du tout. Donc il y aura peut-être des nouveaux visages, il y en aura peut-être certains acteurs qui seront décidés de partir, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une suite à Noob, parce que j'ai plein d'idées. Il va y avoir une suite en BD, je veux faire un roman Noob aussi, mais je n'ai pas encore trouvé de dessinateur qui me convienne. Et puis la suite en bande dessinée, il va y avoir les jeux vidéo qui vont compléter aussi toute la saga Noob. Donc Noob, ça n'est pas terminé. Par contre, je ne sais pas si jamais, après la saison 5, on va pas prendre un an de pause. Il y a aussi une trilogie que je veux faire, c'est-à-dire le film Noob. C'est-à-dire que si on prend les 3 épisodes, ça fera un film en fait. Mais c'est juste que comme je peux pas attendre, on va pas attendre 1 an, 2 ans que le film soit fait avant de vous le sortir. Vaut mieux penser ça en 3 gros épisodes et le sortir en 3 fois. Ça sera plus sympa pour tout le monde. Plutôt que de sortir un pavé d'1h30, 2 heures. Peut-être faire 3 épisodes de 1 demi-heure ou 3 épisodes de 45 minutes, je ne sais pas. Mais voilà, il va y avoir aussi après la saison 5 une espèce de gros épisode, une sorte de film, un peu comme si jamais je mettais un des romans en épisode. Donc voilà, pas mal de nouvelles qui j'espère vous feront plaisir. Noob saison 5, ça n'est pas la dernière, non, mais on est quand même plus proche de la fin de Noob que du début, parce qu'avec 5 saisons, il n'y aura pas 10 saisons, je pense pas. Mais j'ai des idées pour bien 2-3 saisons et une bonne trilogie quand même. Donc voilà, rassurez-vous, Noob, vous allez encore en entendre parler pendant quelques temps, avec pas mal de bêtises. Je sais que certains disent c'est devenu n'importe quoi, mais oui, mais ce sont des choix d'auteur. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Très honnêtement, je lis tous les avis, mais voilà, je me fie qu'au mien et je continue à raconter mon histoire. Et ceux qui n'aiment plus peuvent s'arrêter à tout moment, il n'y a aucun souci. Et ceux qui continuent à apprécier peuvent nous suivre. Donc voilà, franchement, Noob, c'est que du bonus, aussi bien pour les acteurs que pour moi, que pour vous. Donc c'est vraiment, voilà, regardez si vous avez envie, ne regardez pas si vous voulez pas, c'est là, amusez-vous. Ne lisez que la BD si vous n'aimez que ça, ne lisez que les romans. Voilà, amusez-vous, Noob, c'est fait pour ça.